Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette table ronde « Inflation, que faire pour sauver le pouvoir d'achat ?» Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et heureux d'animer ces échanges parce que c'est évidemment un sujet majeur d'actualité. Pascal Lemairer, le grand Manitou des journées de l'économie et aussi de cette matinale de l'économie, a organisé cette matinale au lendemain d'une salve impressionnante de chiffres de l'INSEE. Le gros débat à l'INSEE hier, c'était est-ce qu'on a déjà sorti autant de chiffres d'enquêtes différentes le même jour? Et la réponse était sans doute non. Alors rassurez-vous, je ne vais pas tous vous les citer, je vais vous en citer juste 4 en rapport direct avec le thème de la table ronde. Le premier message, c'est que ça se calme. Les prix à la consommation ont augmenté de 5,1% sur un an, de mai 2022 donc à mai 2023. On a descendu une marche, puisqu'on a passé un an autour de 6%, mais en même temps, c'est beaucoup plus que ce qu'on a vécu au cours des 20 années précédentes. Le deuxième message, c'est heureusement que l'inflation se modère, car elle ronge le pouvoir d'achat qui a stagné l'an dernier et qui a reculé de 0,6% au premier trimestre de cette année. Troisième message, cette morsure sur le pouvoir d'achat pèse bel et bien sur la consommation. Encore un chiffre sorti hier. Le volume des achats de produits alimentaires a reculé de 10% en un an. C'est absolument colossal. Il est revenu au niveau de 2004 alors que la population a augmenté. Ça veut dire qu'un certain nombre de gens ne mangent plus à leur faim. Donc oui, il est important de sauver le pouvoir d'achat. Ce qui m'amène à un deuxième point, c'est une formidable innovation qui a été faite l'an dernier. Moi, j'avais appris à l'université, et puis comme jeune journaliste, et puis comme journaliste vieillissant, que pour lutter contre l'inflation, pour sauver le pouvoir d'achat, on devait employer la politique monétaire. La Banque centrale devait relever les taux d'intérêt pour ralentir l'activité, ce qui pesait sur les prix, et on finissait par régler le problème. C'était la doxa jusqu'à l'an dernier. Mais l'an dernier, on a fait quelque chose de totalement différent. C'est la politique budgétaire qui a volé au secours du pouvoir d'achat, avec des dizaines de milliards d'euros versés en France pour empêcher la flambée du prix du gaz, de l'électricité, de l'essence, envoyer des chèques aux ménages, aider les entreprises qui consommaient beaucoup d'énergie, les énergos intensifs. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen pour sauver le pouvoir d'achat? C'est ce dont nous allons parler maintenant, avec des élus et des experts. Les élus, ce sont des députés. Nous sommes ici à l'Assemblée nationale. Les experts, ce sont des économistes. Je vais commencer par les élus. Nous allons commencer aussi par les constats dans un premier temps, et puis ensuite pour voir les actions à entreprendre. Et donc je vais commencer avec Aurélie Trouvé. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous êtes secrétaire de la Commission des affaires économiques, comme l'a rappelé la présidente tout à l'heure. Vous auriez pu aussi être du côté des experts, puisque vous êtes docteur en sciences économiques, mais là vous êtes du côté des élus. Vous êtes très active à l'Assemblée sur le sujet de l'inflation, puisque vous avez fait partie d'un groupe de travail sur le suivi de l'inflation qui a publié 2 rapports l'an dernier, avec notamment des focus sur les postes qui ont pu s'augmenter, qui sont l'alimentation et l'énergie. Alors, quels sont le dernier était publié en décembre. Quels sont vos constats d'abord sur l'inflation avant de voir plus avant quelles sont les actions politiques à mener? Tout à fait. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation et je suis très heureuse de participer à cette table ronde. J'étais co-rapporteur en fait avec mon collègue Albertini du groupe de suivi parlementaire sur l'inflation. Je veux d'ailleurs le saluer parce qu'il n'a pas pu se joindre à nous. Il est retenu par les obsèques de l'infirmière Karen Mézineau et donc je lui adresse, ainsi qu'au personnel et aux proches de Madame Mézineau, évidemment, toute ma solidarité. Et je pense qu'on peut lui adresser, évidemment, toute notre solidarité. Donc, on a repris ensemble avec mon collègue Albertini des travaux d'économie sur la question de l'inflation pendant plusieurs mois dans le cadre de la Commission des affaires économiques. Et je dois dire qu'en tant qu'enseignante-chercheuse en économie de métier, puisque finalement, je l'ai pratiquée pendant 20 ans jusqu'à il y a un an, je suis très attachée évidemment à la prise en compte des résultats scientifiques et notamment les résultats des chercheurs en économie dans les travaux du Parlement de l'Assemblée nationale. Alors quelques éléments que pour ma part je retire de nos travaux sur l'inflation, sachant, je pense qu'on est beaucoup ici à le penser, qu'en économie, il y a une pluralité d'approches, une pluralité de résultats aussi sur l'inflation. Et moi, je vais dire en tout cas ce que j'en retire. L'économiste n'étant jamais neutre, en fait, puisque nous rentrons avec des hypothèses, avec des méthodes particulières en fonction de nos courants. Voilà. Moi, je me situe évidemment dans un courant plutôt keynésien. Voilà. Donc l'inflation, vous l'avez très bien dit, frappe
particulièrement les ménages les plus en difficulté, c'est ça qu'on en a retenu avec mon collègue Albertini, du fait de l'envolée des dépenses de base, l'énergie, mais aussi l'alimentation, parce qu'il faut bien dire que l'alimentation est encore à 14% d'inflation sur un an au mois de mai. C'est évidemment énorme, mais ça pèse avant tout en part de revenus sur ces ménages les plus modestes. Et ça frappe aussi plus globalement les salariés, puisqu'ils subissent une baisse de près de 3% des salaires réels en 2022, puisque les salaires n'ont pas suivi tout à fait les prix. Mais vous l'avez dit très bien aussi, c'est une baisse également du pouvoir d'achat des Français, malgré la politique d'échec, ce qui constitue une rupture majeure depuis plusieurs dizaines d'années, en fait, cette baisse du pouvoir d'achat des Français, en réalité depuis les années 90. Donc avec des conséquences sociales qui sont, j'estimerais pour ma part, désastreuses sur le plan social, avec une augmentation forte, par exemple, pour poursuivre votre constat, des personnes qui déclarent avoir faim. Vous avez vu que les chiffres du Crédoc, on monte de 12 à 16% des personnes qui le déclarent. Mais ça a aussi des conséquences en retour sur la production. Et je vais donner, alors moi je suis agroéconomiste, donc je vais donner notamment l'exemple des produits agricoles, et je sais que vous avez parlé tout à l'heure d'agriculture, des produits agricoles bio, de qualité, qu'on avait encouragé les agriculteurs vers cette voie-là. Il se trouve que par exemple la filière bio est en très grande difficulté depuis un an ou deux, du fait notamment de l'inflation. Alors moi je ne parlerai pas maintenant des réponses, puisqu'on le verra ensuite, mais juste rapidement des causes, parce que ensuite ça expliquera les réponses qu'on peut apporter. Alors certes, il y a la hausse des coûts de production et de l'énergie, mais qui est plutôt en train de se tasser un petit peu, il y a une accalmie, mais il n'y a pas seulement ça. Et ce qu'on peut observer, c'est que c'est nourri aussi par l'augmentation des marges des entreprises. L'exemple des prix alimentaires est d'ailleurs très parlant de ce point de vue-là. Les chiffres de l'INSEE, si on les manipule un peu, si on les travaille un peu, on se rend compte qu'au 4e trimestre 2022, l'augmentation des profits des entreprises serait responsable de 60% de l'inflation par rapport au trimestre précédent, compte seulement 30% pour les salaires et 10% pour le coût des achats intermédiaires. Alors évidemment, ça ne profite pas à toutes les entreprises, ça profite en particulier aux grandes entreprises, sachant que les petites ont été fortement fragilisées par la crise du Covid, et notamment leur trésorerie. Et puis ça profite à certains secteurs en particulier, plus que d'autres. Je pense évidemment à l'industrie pétrolière, mais aussi le secteur de l'eau, l'énergie et les déchets, ou encore l'agroalimentaire. Je pourrais y revenir parce qu'il y a une augmentation très forte, y compris sur le dernier trimestre, des marges moyennes des industries alimentaires, mais on fera évidemment le distinguo entre les types et les tailles de ces entreprises. Merci. Merci. On va continuer le tour de table sur ces constats et les éclairages qu'on peut porter sur ces constats avec vous, Jean-René Cazeneuve. Donc, vous êtes député Renaissance du Gers, vous êtes rapporteur général de la Commission des finances. L'un des rapports que vous avez publié, celui que vous avez publié en octobre, il y avait une partie qui était titrée « Un contexte inflationniste de plus en plus marqué qui a conduit à une réponse publique massive ». Au-delà des premiers éléments de constat qu'a posé Aurélie, quels sont vous les éléments de réponse qui vous sont parus le plus important, ce qui a été pratiqué depuis un an, voire un peu au-delà? Merci beaucoup pour votre invitation. Je voudrais d'abord féliciter les économistes pour les prix qu'ils ont reçus et leurs ouvrages. J'ai évidemment envie de les lire. Un en particulier, je ne vous dirai pas lequel, mais en tout cas, je vais essayer de le dire très rapidement. Une taxe redistributive qui n'augmente pas les prélèvements obligatoires, c'est évidemment assez sexy comme ça, et donc je vais me précipiter sur votre livre. Bon, écoutez, sur le... je ne partage pas tout à fait l'avis d'Aurélie Trouvé, ça ne vous surprendra pas. On est en France, une inflation qui a démarré avant la crise de l'Ukraine, on le sait, qui a démarré plutôt en fin d'année 2021, et un État qui est intervenu massivement. Si vous regardez tous les dispositifs, alors moi je ne suis pas économiste et je resterai très, très modeste face à l'audience qui est ici, mais je ne sais pas si on peut parler certains parlent d'un État politique libéral. Quand je vois le niveau d'intervention de l'État dans tous les domaines, et je vais vous en citer quelques-uns pour illustrer mes propos, on est plutôt sur une économie presque assistée ou presque étatisée, si vous voulez, tellement
tellement les interventions ont été massives à hauteur de dizaines de milliards d'euros en 2022 et en 2023. On a intervenu sur l'énergie avec le bouclier tarifaire, avec le chèque énergie. On est intervenu sur l'indemnité carburant pour les 10 millions de Français les plus modestes, sur le chèque énergie exceptionnel, le ristourne à la pompe, qui sont d'ailleurs, on voit que ces politiques-là sont des politiques, c'est du soutien à des dépenses brunes, dites brunes, qui sont évidemment orthogonales à ce qu'on veut faire sur le long terme, mais qui sont dictées par l'urgence et par le soutien qu'on doit apporter aux Français. On a évidemment aussi, on est intervenu sur les prestations sociales, la revalorisation d'un certain nombre d'entre elles, la retraite de base, on a anticipé, la prime d'activité, les allocations familiales, les APL, etc., etc. Donc on y sommes intervenus là aussi en avance de phase pour beaucoup d'entre elles et de manière importante. On n'a pas oublié les étudiants, je sais qu'ils sont là. On a fait une aide exceptionnelle de rentrée, on a le resto à 1 euro, on a gelé les droits d'inscription, on a là aussi gelé les loyers pour les résidences Crous, on a augmenté les bourses. On est intervenu sur le pouvoir d'achat avec le pouvoir d'indice des fonctionnaires. Vous savez, 3,5% l'année dernière, le SMIC a augmenté, mais ça de manière automatique par rapport à l'inflation 5 fois depuis quand même le début 2022. On a assoupli, là aussi pour les travailleurs, on a assoupli les conditions d'usage des titres restaurants, le triplement de la prime dite Macron. On a désocialisé le rachat des RTT, déblocage de l'épargne salariale, on a diminué les charges sur les indépendants. Vous voyez qu'on est quand même intervenu sur un nombre de leviers colossaux, avec un coût très important, avec un résultat significatif, puisqu'on était à 5,2% d'inflation l'année dernière, sont pratiquement, je crois, 3 points de moins que la moyenne européenne. Et évidemment, c'est important pour lutter contre l'impact social que je ne nie pas évidemment et qui est très important. Plus l'inflation est importante, plus la capacité des entreprises, par exemple, à répondre par l'augmentation des salaires est diverse. C'est-à-dire que vous avez des secteurs où on peut suivre d'une certaine manière, et on l'a vu, l'augmentation des salaires était de l'ordre de 5%, mais évidemment, ça n'est pas réparti de la même manière en fonction des secteurs. Et donc, c'est très vertueux d'avoir une inflation plus basse. C'est aussi, je crois que ça évite, ça calme en tous les cas les angoisses que peuvent avoir les entreprises sur le contexte économique, leur capacité à investir, leur capacité à prévoir. Donc voilà, il y a de très nombreuses vertus à avoir dépensé beaucoup d'argent, c'est un coût, mais avoir dépensé beaucoup d'argent pour que l'inflation en France soit plutôt plus faible que dans la majorité des autres pays européens. Merci. On va maintenant écouter donc des experts pour essayer d'approfondir ce diagnostic au-delà des premiers éléments qui ont commencé à être tracés. Je vais commencer avec Céline Antonin, qui est économiste senior à l'OFCE. C'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Elle est aussi chercheure associée au Collège de France. Alors, au-delà, ou peut-être en complément, voire en contradiction avec notamment ce qu'a dit Aurélie, comment toi tu qualifies cette inflation, d'où vient-elle ? Pardon. Merci. Donc, merci, bonjour à tous. Alors, merci pour ces deux interventions. Je crois que je partage un peu des deux constats qui ont été faits, en fait, même si ils sont un peu contradictoires, donc je vais dire dans quel sens. D'abord parce que on a effectivement une inflation qui, depuis une trentaine d'années, enfin même une quarantaine d'années, n'avait jamais atteint les niveaux qu'elle a atteints aujourd'hui, donc qui repose en fait ces questions qu'on croyait finalement en tant qu'économiste réglées. Donc voilà, c'est un premier point. Et je suis d'accord aussi sur le constat que la guerre en Ukraine n'est pas l'unique cause. Donc si on regarde les causes, on a vraiment une inflation qui s'est finalement composée de plusieurs phases. On a eu une première phase avec une inflation énergétique, mais qui est largement due en fait à la reprise post-Covid. Et ça, c'est vrai que ça a été un choc majeur, puisqu'on a eu une offre qui n'a pas redécollé, alors que la demande a progressé. Je parle de la demande mondiale. Donc il y a vraiment un choc de demande mondiale à la base. Ensuite, l'offre a graduellement repris sur certains marchés, par exemple sur le pétrole, mais de façon insuffisante par rapport à la demande. Et donc vous savez tous que quand on a une demande excédentaire, le prix a tendance à augmenter sur le marché mondial. Et donc ça, c'est l'inflation énergétique. Alors plus récemment, donc depuis la moitié, disons la mi-2022, on a cette inflation énergétique qui s'est transmise au prix alimentaire. Et on a eu une inflation qui est devenue de nature plus alimentaire.
Alors on l'a vu notamment en France, mais pas que. On a eu par-dessus, alors j'aurais dû préciser sur la crise énergétique, on a eu la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine qui s'est greffée, mais en fait c'était des problèmes qui étaient préexistants. Et la guerre en Ukraine n'a fait que rajouter une prime de risque en fait, et déstabiliser certains marchés, comme les marchés alimentaires, sur lesquels l'Ukraine était un gros producteur, la Russie aussi. Et évidemment sur les marchés énergétiques, ça a également instauré plus de bruit. Alors quand on regarde les causes en général, on a vraiment ces causes de demande et d'offres mondiales qui sont très importantes. Et c'est à ça que je voudrais en venir, c'est qu'on a vraiment un choc qui est de l'inflation importée, essentiellement, et c'est un choc qui est quand même très différent de ce qui se passe quand on parle d'inflation interne. C'est-à-dire que l'inflation interne, c'est vraiment quand vous avez un déséquilibre entre offre et demande, mais au sein du pays, et qui là peut être traité par des instruments qu'on connaît bien. Donc on a quelques instruments économiques. Pour les étudiants parmi vous qui connaissent la courbe de Phillips, etc., on sait à peu près comment régler les choses. Là, c'est vraiment un choc d'inflation importé et qui demande à être traité comme tel et qui touche en fait tout le monde. Et alors c'est peut-être là que j'ai une différence avec ce que disait Madame Trouvé, c'est que bien évidemment, les ménages les plus fragiles, par la part que représentent les dépenses alimentaires ou énergétiques dans leur budget, sont touchés, mais pas que, et je pense qu'il faut faire attention à ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un phénomène aussi entre les déciles. Si on prend les déciles de niveau de vie, on se rend compte que ce choc a des effets sur tous les déciles, en fait, et pas uniquement le bas de la distribution. En fait, ce qu'on ne prend pas souvent en compte quand on regarde ce qui se passe, c'est le côté indexation des salaires, par exemple. Donc ça va jouer surtout sur le bas de la distribution. Et du coup, ça va contribuer à modérer un peu l'inflation pour les ménages finalement les plus pauvres. Alors que le haut de la distribution va être également touché. Alors pas de la même façon, pas sur les mêmes postes. Les ménages pauvres, pour caricaturer à grands traits, c'est plutôt l'alimentaire et l'énergétique, alors que les ménages du haut de la distribution, c'est plutôt les biens manufacturés et aussi l'énergie dans une certaine mesure. Donc, mais en revanche, il y a ces questions d'indexation. Et alors là, pour le coup, je fustige mes collègues également économistes qui ne prennent pas forcément en considération ces indexations quand on évalue les effets sur le pouvoir d'achat. Donc je pense que c'est vraiment important de le prendre en compte. Et nous, ce qu'on trouve, par exemple, c'est que le fait d'appartenir à une certaine catégorie socio-professionnelle, comme les agriculteurs, ça va avoir un vrai impact sur le pouvoir d'achat. L'âge va jouer beaucoup. Le fait d'être rural plutôt qu'urbain, par exemple. Donc vous avez un différentiel de 2 points sur le taux d'inflation qui est perçu par les ménages ruraux par rapport aux ménages urbains. Et finalement, si vous regardez en termes de niveau de vie, il y a plus d'hétérogénéité au sein d'un même décile qu'entre les déciles. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément important à prendre en compte. Et c'est là que j'en arrive, mais après, je m'arrête là. Peut-être notamment aux préconisations de politique économique. Je pense qu'il a été fait en termes de bouclier tarifaire. Donc nous, au début, on était un peu circonspect face à la mesure qui coûte quand même très cher, puisqu'elle porte sur l'ensemble des ménages et elle n'est pas ciblée, mais elle a quand même un intérêt, c'est que vu cette hétérogénéité, c'est une mesure qui a l'avantage d'être large et donc de toucher tous les ménages. Et justement, ce qui fait qu'on n'oublie pas des ménages qui pourraient paraître favorisés, alors qu'en fait, ils ne le sont pas du fait de leur structure, du fait d'avoir un ménage senior, etc. Donc je pense que le fait que ce soit une formule uniforme et large était plutôt une bonne chose dans les mesures qui ont été prises. Petit rappel qui est implicite dans ce que tu as dit. En France, il y a un SMIC qui est revalorisé systématiquement dès que l'inflation, dès qu'il y a un accroissement de plus de 2% des prix. Le SMIC est indexé. Et il a, par exemple, il a augmenté de 8% en glissement, par exemple. Donc, Voilà, ce qui veut dire que les gens qui sont payés au SMIC ont eu leur pouvoir d'achat en principe protégé l'an dernier, ce qui n'est pas le cas de tous les salariés, ce qui pose d'autres problèmes au sein de l'entreprise parce qu'il y a des écrasements de hiérarchie des salaires qui posent des problèmes de gestion qui sont tout à fait importants. On va continuer le tour avec Thomas Agjebin, qui est économiste au CPI. Le CPI, c'est le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Le international est important. On fait des études qui ont une approche d'emblée internationale. Et donc, peut-être pour creuser un point essentiel qu'a avancé Céline, c'est qu'on a eu un choc mondial et que donc ça se traduit par... Pour un pays qui est frappé par un choc mondial, ça se traduit par des choses très spécifiques qui ont un impact majeur sur le pouvoir d'achat. Oui, tout à fait. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, moi aussi, je vais dire que je suis en grande partie d'accord avec les interventions précédentes. Bon, une fois que j'ai fini un peu Alors, ce qui me semble très intéressant, la première chose à souligner, c'est que comme tu l'as dit, c'est un choc mondial. Et donc, ce qui s'est passé, c'est en particulier dans l'année 2022, c'est un transfert de richesse des ménages français ou des entreprises françaises de la nation vers l'étranger. De quel ordre de grandeur ?
L'ordre de grandeur, en gros, c'est matérialisé par notre déficit commercial, donc c'est plusieurs points de PIB. Donc ça a été. Dire, on n'en est pas très loin de 100 milliards d'euros Exactement. que la France a dû verser en plus l'an dernier à l'étranger. Exactement. C'est un transfert de richesse et ensuite il faut répartir ce transfert. Voilà. Et donc ça, quand on fait un parallèle, on a parlé d'histoire économique tout à l'heure, c'est vrai que ça fait beaucoup penser à ce qui s'est passé lors des chocs pétroliers dans les années 70, où là aussi on avait eu un transfert de richesse des pays occidentaux, en gros, vers les pays de l'OPEP. Et donc là, je pense que quand on parle d'inflation, c'est la première chose à voir, c'est qu'au niveau national, on a perdu en particulier parce qu'on avait ce déficit commercial et donc on a à la fois importé des produits énergétiques de façon plus chère. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, on peut dire à court terme, on n'y peut rien. Mais la deuxième chose, c'est qu'on a un problème structurel dans l'économie française, qui est lié à notre désindustrialisation depuis une quarantaine d'années. Et on a eu aussi un déficit commercial record lié au déficit des biens manufacturés. Et donc on a le prix des biens manufacturés on a à la fois plus importé et les prix des biens qu'on a importés ont aussi augmenté davantage que ce que nous on réussissait à exporter à l'étranger. Et donc ça c'est la première chose importante, c'est que nous collectivement on s'est appauvri cette année. Donc ensuite, c'est pour revenir à ce qu'avait dit Madame Trouvé, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation des marges très significative dans certains secteurs d'activité. Donc l'année dernière, on parlait beaucoup des sociétés de transport, CMA, CGM. On a beaucoup parlé de Total qui a connu aussi une augmentation de ses marges en 2022. Et plus récemment, ce qu'on a vu, c'est une augmentation des marges dans le secteur de l'agroalimentaire. Mais donc vous avez cette augmentation des marges dans certains secteurs. Mais d'un point de vue macroéconomique, ce qu'on observe en même temps, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation des marges. C'est-à-dire que si certains secteurs ont gagné, d'autres secteurs, dans le même temps, ont perdu. Et donc il y a un peu des vases communicants. C'est-à-dire que quand vos coûts de transport augmentent, ou quand les coûts de l'énergie augmentent, c'est aussi plus compliqué si vous produisez des voitures, si vous avez, pour l'industrie manufacturière, de continuer à produire en maintenant ces marges. Et donc, par exemple, ce dont on dit moins, c'est que si on prend de la fin de 2019 à la fin 2022, par exemple, dans l'industrie manufacturière de transport, c'est-à-dire ce qui comprend l'automobile et l'aéronautique, il y a eu une très forte baisse des marges. Donc ça, c'est aussi important. C'est-à-dire qu'il y a d'une part les ménages qui ont souffert de l'inflation, mais il y a aussi certains secteurs d'activité qui ont fortement souffert de cette inflation. Donc il y a eu des gagnants et des perdants, et par ailleurs un transfert vers l'étranger. Donc je pense que quand on va discuter tout à l'heure des remèdes, comment faire face à cette inflation, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Céline, c'est que ce n'est pas une inflation comme on pouvait le voir, c'est lié à une surchauffe, en tout cas en France, une surchauffe de l'économie française où les salaires augmentent fortement et en gros la Banque centrale doit essayer de ralentir cette surchauffe en augmentant les taux. Là c'est assez différent puisqu'on a peut-être une augmentation des marges, on a une augmentation des marges forte dans certains secteurs, une baisse des marges dans d'autres et une conjoncture économique qui est fragile. Et dernier point, un tissu industriel qui est lui-même très fragile. Et donc je pense que les remèdes à l'inflation doivent être envisagés dans ce contexte plus général. Ça rejoint un peu le propos de Jean-René, qui disait que les entreprises étaient frappées de manière très, très différente et donc en termes de politique salariale, elles avaient des moyens qui sont extrêmement différents. Benoît Cœuré, tu pourrais évidemment intervenir ici en tant qu'expert. Tu as été économiste en chef du Trésor, puis tu as été actif au sein du directoire de la Banque Centrale Européenne, mais maintenant tu es un acteur aussi, un régulateur, puisque tu diriges l'autorité de la concurrence, qui doit faire en sorte que les règles de la concurrence soient respectées en France. Et donc là, on arrive directement sur le sujet des marges des entreprises. Donc peut-être un point là-dessus. Et au-delà de ça, sur le constat, est-ce que tu as des éléments à ajouter à ce qui a déjà été dit ? Oui, merci. D'abord à l'Assemblée nationale et au GECO d'organiser cette discussion sur ce sujet-là. Je pense que c'est le sujet aujourd'hui le plus important pour les Français. Donc si les économistes n'ont rien à dire ou n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire, ça veut vraiment dire qu'ils ne servent à rien. Voilà. C'est un bon test.
Merci. Et je voudrais également relayer ce qui a été dit tout à l'heure pour saluer le travail de Pascal Lemaire qui joue un rôle vraiment essentiel pour animer le débat économique dans ce pays. Les GECO, on a parlé de plateformes numériques tout à l'heure, sur la base de l'excellent livre qui a été récompensé. Les GECO, c'est un marché biface qui réunit les économistes et la société civile, sans abus de position dominante, qui fait ça très très bien. Donc merci à Pascal. Alors, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, parce qu'on a tout ce qui a été dit dresse finalement un tableau, alors un peu impressionniste, mais quand même cohérent, qui nous dit cette reprise de l'inflation qu'on vit aujourd'hui, elle est très différente des épisodes passés, et donc ça appelle à une réflexion et peut-être de l'inventivité dans les solutions. Et je sais qu'on va y venir dans un deuxième temps. Et pourquoi est-ce qu'elle est différente ? Elle est différente à la fois par ses origines et par son mode de transmission. Ses origines, ça a été dit, parce qu'il s'agit d'un choc d'offres. Il s'agit d'abord d'un choc des prix de l'énergie, qui d'ailleurs se manifeste très différemment aux États-Unis et en Europe. Ça n'a pas été dit, mais je pense qu'il faut faire très attention de ne pas comparer le débat de politique économique en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un facteur de surchauffe macroéconomique très classique. La politique monétaire et la politique budgétaire ont poussé les feux à plein régime et ça a alimenté l'inflation. Ça, c'est un phénomène tout à fait classique. Et en plus, depuis la crise énergétique, les États-Unis étant un pays exportateur d'énergie, le choc de termes de l'échange est positif. Donc s'il y a un débat aux États-Unis, c'est comment se partager un gâteau qui augmente. Alors qu'en Europe, le choc de terme de l'échange, ça a été dit par Thomas, est négatif. Et donc le débat, c'est comment se partager un gâteau qui diminue. C'est pas du tout le même débat. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention à ça. Et en termes de transmission, et là je m'en remets à la Banque centrale européenne, qui dit elle-même que on est dans un mode de transmission de l'inflation qui est atypique, où une partie de l'inflation, au moins sur l'année 2022, est transmise à travers le comportement des entreprises et à travers les profits. Donc la Banque centrale européenne dit, historiquement, l'augmentation de l'inflation, alors il s'agit du prix du PIB pour des raisons techniques qu'on ne va pas discuter ici et pas des prix à la consommation. Historiquement, c'est 2/3 de coûts salariaux unitaires et 1/3 de profits unitaires. Donc c'est la boucle prix-salaire qui va attirer toute l'attention de la Banque centrale. En 2022, c'est le contraire. C'est 2/3 de profits unitaires et 1/3 de salaire unitaire. Et donc c'est vraiment le comportement des entreprises qui est au centre du mécanisme de transmission. Ce qui évidemment, moi, m'interpelle en tant qu'autorité de concurrence, puisque c'est là qu'on peut agir, mais j'en parlerai dans un instant. Alors juste un tout petit mot pour, en toute honnêteté intellectuelle, peut-être modérer un peu ce discours sur la boucle salaire, sur la boucle prix-profit. Je pense que c'est vrai au niveau de la zone euro, mais c'est partiellement temporaire. Parce qu'on sait bien que dans le cycle économique, les profits redémarrent avant les salaires, parce qu'il faut du temps pour que les entreprises se remettent à embaucher et augmentent les salaires. Donc il y a un cycle des marges. Et donc on peut penser qu'une partie, mais sans doute pas tout, mais une partie vient de ce décalage. Et on le voit un peu dans les chiffres les plus récents de la fin 2022-2023, avec des salaires qui commencent à augmenter dans la zone euro. Et puis l'autre bémol, c'est que, là j'ai parlé de la zone euro en moyenne, mais quand on regarde les différences entre pays, il y a d'excellents travaux de la Commission européenne là-dessus. La France est un des pays où c'est le moins vrai. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un facteur d'attention, d'alerte, mais c'est moins marqué que dans d'autres pays, je pense à l'Allemagne, à l'Espagne, où cette inflation par les profits est beaucoup plus marquée. Voilà. Mais la conclusion, c'est que... et je fais la transition à ta place, Jean-Marc, c'est que on est dans une période où il faut être inventif en termes de solutions, il faut aussi être attentif au comportement, et par rapport aux périodes passées, sans doute plus attentif au comportement des entreprises en termes de marge et de profit qu'au comportement des salariés en termes de revendications salariales. Et ça, c'est nouveau. Alors, avant d'aller sur les solutions, juste un point peut-être à creuser tout de même, qui est... les effets de l'inflation. Céline, tu as commencé à en parler sur le pouvoir d'achat. On a des effets qui sont des effets en fait assez partagés. Moi, j'ai été très frappé par un papier qui avait été fait sur l'Espagne l'an dernier, qui montrait qu'il y avait différents mécanismes par lesquels l'inflation jouait. Le mécanisme sur le pouvoir d'achat, mais effectivement
les bas salaires et une bonne partie des bas revenus sont protégés par des mécanismes d'indexation. Et il y a d'autres facteurs qui pèsent, notamment sur l'épargne. Les plus démunis n'ont pas d'épargne et donc ne sont pas impactés par l'inflation sur leur épargne. En revanche, ceux qui sont un peu au-dessus ont souvent du mal à se protéger, sauf les 1% ou les 0,01% qui étaient évoqués tout à l'heure. Et donc, ça peut avoir des effets qui sont finalement assez différenciés. Le discours permanent des banques centrales, c'est qu'il faut lutter contre l'inflation car ça frappe les plus démunis. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Justement, non. Alors, comme je le disais, effectivement, je pense qu'en ça, il faut être prudent parce que, comme tu l'évoques, il y a vraiment ces mécanismes d'indexation qui vont jouer de façon différenciée. Donc, on a parlé du SMIC, mais il y a le SMIC, il y a les prestations sociales aussi, donc qui vont jouer essentiellement sur le bas de la distribution. Donc, finalement, dans les études qu'on voit, et c'est en ça que j'appelais juste à la vigilance, c'est que la plupart des économistes, alors vu la difficulté à modéliser ce qui se passe justement, parce que en gros, pour regarder ce qui se passe sur l'inflation, on regarde par poste de dépenses, donc pour les ménages, en regardant quelles sont les augmentations pour chaque prix moyen. Donc en gros, on décompose l'indice des prix à la consommation pour la consommation de différents biens, différents services, et on regarde du coup, en fonction de la part dans la composition du budget d'un décile de revenus, comment ça se matérialise sur le budget d'un ménage pour les différents déciles. Et c'est là que ce qui est compliqué, c'est qu'on a du mal à appréhender en revanche les revenus, et on regarde souvent que la partie dépenses. Et que si on regarde les revenus, ces questions d'indexation vont jouer. En plus, il y a un autre point aussi, alors là, je sais que Benoît n'est pas rentré dans ces considérations, je ne vais pas le faire non plus, mais entre le fait qu'on regarde l'indice des prix à la consommation ou le déflateur de la consommation, c'est pas tout à fait les mêmes choses, c'est-à-dire que d'un côté, on aura par exemple l'achat de logement qu'on n'aura pas, qui sera pas pris en compte dans l'indice des prix à la consommation, donc où il n'y aura que les loyers, donc il y a après ce genre de mécanisme aussi qui rentre en jeu. Mais du coup, ce qu'il apparaît, et en ça il y a une étude de l'INSEE qui est intéressante, qui avait été faite en 2017, et qui montrait en fait que c'était plutôt les ménages les plus aisés qui, 2 ans après un choc d'inflation, étaient les plus touchés par le choc d'inflation. Donc c'est assez contre-intuitif, mais en réalité, voilà ce qui ressort. Donc c'est juste pour dire que, bien évidemment, il faut prendre les ménages dans toute leur complexité, mais que, voilà, au niveau des études économiques, il y a peut-être ce bémol à apporter sur le pouvoir d'achat. Et donc c'est ça qui, à mon avis, justifie qu'il faut avoir une règle qui soit suffisamment large possible pour n'exclure personne des dispositifs, et en tout cas pas des ménages qui en auraient besoin. Peut-être un point sur l'épargne que tu évoques aussi. Alors, l'épargne, ce qui est compliqué, c'est qu'en plus on sort d'une période Covid où on a eu une épargne qui était très contrainte en fait, puisqu'en fait c'était une épargne imposée par le fait que les revenus restaient pas constant, mais ne bougeait pas trop, alors que la consommation avait été empêchée. Et donc, on se retrouve avec une manne d'épargne Covid. Mais en réalité, ce qu'on voit et ce que nous montrent les chiffres, c'est que cette épargne, elle a été quasiment complètement mangée par l'inflation, en fait. Donc, quand on parle d'une espèce de manne d'épargne exceptionnelle, en fait, l'inflation l'a quasiment intégralement mangée, en fait. Je ne parle pas du flux d'épargne, je parle vraiment du stock, en l'occurrence. Donc, et là, c'est quand même ce qu'on observe. Donc, encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait une manne magique, d'autant que, comme tu le disais, il y a ces comportements d'épargne de précaution qui vont avoir lieu. Donc ça, c'est un comportement classique en économie. Quand un ménage a tendance à savoir qu'il va avoir à faire face à un risque de chômage plus important ou à de l'inflation, il va avoir tendance à épargner, sachant que la valeur de son épargne diminue. Mais en tout cas, c'est important parce que je lis parfois des choses sur cette espèce de manne de 10 points d'épargne extraordinaire qu'on pourrait sortir du chapeau, mais en fait, elle a été rognée par l'inflation. Donc, voilà. Alors Aurélie, je voyais plutôt approuver sur le versant épargne, mais plutôt soupirer sur le versant, sur le sujet antérieur. Non, mais sur les conséquences, je suis d'accord que, en fait, bon, d'abord, le premier décile a bien pris plus que les autres en moyenne d'inflation. Les plus âgés, vous l'avez dit, les espaces ruraux plutôt que les espaces urbains. Mais le problème, si on fait un peu d'économie des besoins, c'est-à-dire qu'est-ce qui est grave, c'est que là, il y a des besoins humains fondamentaux qui sont attaqués. Et qui sont attaqués pour qui ? Pour les classes aux ménages, aux revenus les plus modestes. Et donc, là, il y a des indicateurs extrêmement graves. Je vous passe notre travail de député, ce qu'on observe dans nos circonscriptions, avec des conséquences gravissimes depuis quelques mois. Mais qu'est-ce qu'on observe ? Par exemple, plus 10%, c'est les chiffres des banques alimentaires, plus 10% de demandes dans les banques alimentaires. Une très forte hausse des gens qui déclarent qu'ils sautent des repas. Mais je vais vous prendre aussi une dépense qui est incompressible, avec d'ailleurs des loyers qui vont augmenter encore de 3,5% pour l'année à venir. La dépense des loyers du logement. Un nombre d'impayés de longue durée qui était à moins de 1%, qui passe à 3%. Voilà, ça c'est des indicateurs pour moi qui montrent qu'on a des besoins de base
attaquer. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Simplement, je dis, voilà, il y a. Je dis, mais par exemple sur l'indice des prix des loyers, c'est parce qu'il est justement calé sur l'inflation, justement, donc il évolue comme l'inflation. Oui, alors donc là, il a été plafonné, la hausse a été plafonnée. Bon, on a eu un débat dans la nuit, on était pour un gel, mais peu importe. Enfin, peu importe si, parce que ça a des conséquences très concrètes. Je voudrais réagir sur les profits. Effectivement, il y a certains secteurs plus que d'autres qui évidemment, engrangent des marges supplémentaires. Moi, je voudrais vous parler de l'agroalimentaire. On a des marges là qui étaient à 43% en moyenne avant la crise du Covid. Évidemment, elles ont plongé, mais là, elles sont en flambée. C'est-à-dire que là, elles sont à 48% avec une pente très ascendante. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Voilà. Quand on sait que les prix alimentaires, là, sont à plus 14%. Et là, moi, j'interroge la politique économique et c'est un vrai débat. C'est-à-dire que, alors, on va avoir un débat là-dessus. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il y a une politique économique néolibérale. Mais prenez la définition du géographe David Harvey. Il dit le néolibéralisme économique, c'est pas forcément le montant de dépenses publiques, c'est l'orientation des dépenses publiques. Par exemple, verser des aides aux entreprises sans ou avec trop peu de conditions de manière générale, mais surtout le refus et là je m'adresse aussi aux autorités de la concurrence, mais le refus de réguler les marges, les prix, et qu'au fond, quand on est dans une situation comme celle-ci, ça commence à poser de sérieux problèmes. Alors, moi, je disais, je suis dans une approche keynésienne, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, non seulement il faut une forte régulation des marchés beaucoup plus importante, et notamment, par exemple, agir de manière plus importante sur les prix des produits de base, d'un panier de produits de base. On voit bien que le panier inflation sur la base du volontariat, ça ne fonctionne que très peu, confère l'étude de Que Choisir. Bon. Mais également hausser la demande populaire pour remplir le carnet de commandes des entreprises, pour le relancer, puisqu'on sait qu'on n'est pas dans une boucle prix-salaire. Et évidemment, nous, on défend, dans la NUPES notamment, l'indexation, alors sur une partie ou l'entièreté, des salaires sur l'inflation, comme ça s'est fait en France jusqu'en 1983. Voilà, et je pense que, vu le décrochage des salaires et cette inflation très élevée, la question se pose très franchement pour pouvoir non seulement avoir le SMIC indexé, mais l'ensemble des bas salaires. Donc nous voilà maintenant dans le débat sur le que faire. Donc voilà, panier de prix bloqué, si je comprends bien, indexation des salaires, régulation plus forte des questions de concurrence. Je vais d'abord passer la parole à Jean-René, puis à Benoît sur l'interpellation. Oui, merci. Sur les mesures. C'est l'actualité, donc je vais rebondir sur ce qu'a dit Aurélie Trouvé, mais effectivement, cette nuit, à 2h du matin, on a voté le plafonnement de la hausse des loyers. Bon, alors, deux points de vue différents qui s'affrontaient. Il y a ceux qui disent, non, il faut geler, évidemment, mais comment on fait pour aider quand même à la fois les propriétaires, comment on veut soutenir l'investissement immobilier, c'est pas nécessairement un bon message, et puis ceux qui voulaient évidemment laisser faire. Donc on a trouvé une sorte de compromis que je trouve pas si mal, qui est une manière d'intervenir, de ne pas laisser faire le marché tel qu'il est, et de contenir un peu, grâce à ça, l'inflation. Ceux qui ne veulent pas augmenter les loyers n'augmenteront pas les loyers. En tous les cas, maintenant, il y a un plafond. Deuxième remarque sur ce qu'on peut faire, et qui est vraiment une question politique très, très compliquée. Bien. Vous avez parlé, madame, des vertus des mesures généralisées, comme le bouclier, et c'est généralisé, c'est extrêmement simple à mettre en place, c'est massif. Le problème de ça, donc tout le monde le comprend, et ça a un vrai impact très positif. Le problème, évidemment, tout le monde peut le comprendre, c'est le coût. C'est le coût, et c'est pas très juste. Bon, quand vous faites 30 centimes sur tous les litres d'essence, le gars qui a sa Porsche, il en bénéficie encore plus probablement que celui qui a sa 205 ou sa 230. Bon, mais ça, tout le monde le comprend. Et l'opposé de ça, l'extrême, l'autre solution, l'autre alternative, c'est la politique d'échec très, très ciblée. Bon, et là-dessus, moi, je suis assez favorable à ça, objectivement. Bon, parce que ça permet, d'être plus économe évidemment des finances publiques, puis ça permet d'être plus juste. Mais aujourd'hui, il y a une vraie réaction par rapport à ça, et c'est politiquement, et c'est assez compliqué. Et je trouve que c'est assez paradoxal, c'est-à-dire ce sentiment alimenté par d'autres, d'ailleurs, que c'est jamais pour moi.
Ouais, dès qu'il y a un chèque, c'est jamais pour moi. Donc, ce sentiment, vous pouvez demander, est-ce que vous avez touché chez Cagile? Non, non, j'ai rien touché. Est-ce que vous êtes sur ma prime rénov? Non, non, j'ai pas touché, etc., etc. Bon, à chaque fois, c'est 5 millions, 10 millions, 12 millions, etc., etc. Mais ce sentiment, dès qu'on a des mesures très ciblées, et donc, voilà, la question est complexe. Je crois qu'il faut sortir quand même de ce quoi qu'il en coûte. Mais on a cet obstacle politique et à chaque fois qu'on a des mesures plus ciblées. Parler aussi rapidement. Oui, je vois bien en ce moment, on a donc en raison de l'inflation, en raison des taux qui augmentent, on a un secteur de l'immobilier qui est en train de plonger. Bien. Évidemment, le premier réflexe du secteur immobilier, c'est se précipiter. Il faut voir les parlementaires pour le budget, d'aller foncer à Bercy pour demander des aides, évidemment. Bien, et là aussi, il faut être capable de résister. Je veux dire, comment faire? C'est-à-dire qu'il faut là que, si on augmente les taux, c'est pour refroidir notre économie. Si c'est pour réinjecter d'une autre main de l'argent pour faire en sorte que ce soit transparent, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Donc, écoutez, peut-être que c'est très bien que les prix de l'immobilier vont baisser. Il faut l'acter. Ça va être un moment assez complexe pour le secteur immobilier. Je ne dis pas qu'il faut les abandonner. Il y a probablement un certain nombre de mesures pour accéder à son premier bien, etc., qu'il faut. Mais évitons, et je vois bien la pression que nous avons aujourd'hui, les politiques, pour aider ou compenser cet effet aujourd'hui de l'inflation avec des taux qui sont extrêmement importants. Bon, sur l'aide aux entreprises, bon, je ne vais pas polémiquer avec Aurélie Truvet non plus, c'est pas le lieu, mais si on aide les entreprises, c'est évidemment pour créer de la valeur ajoutée, faire en sorte qu'elles embauchent, etc., etc. Vous connaissez la musique. Est-ce qu'il faut là aussi avoir des aides globales, généralisées? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Sur ce fameux bouclier qui touche aujourd'hui les toutes petites entreprises, les artisans, certains ont voulu l'étendre sans aucune conditionnalité. D'ailleurs, à toutes les PME, je ne crois pas qu'il faille le faire. Parce qu'une fois de plus, l'impact d'un secteur à l'autre, au sein d'un secteur, d'une entreprise à une autre, donc on ne peut pas comme ça rentrer dans une logique où on aide tout le monde en permanence face aux impacts. Donc là aussi, il faut avoir le courage politique d'avoir des mesures beaucoup plus ciblées sur ça. Et puis terminer sur l'épargne, je vous comprends parfaitement ce que vous dites, mais c'est quand même une des solutions. Bon, donc bien sûr, il y a cette érosion, et comment faire passer cette idée auprès de nos compatriotes, de nos concitoyens, qu'il faut aller mobiliser l'épargne d'aujourd'hui, parce que si elle reste sur les comptes même rémunérés, aujourd'hui, elle se déprécie évidemment par rapport à l'inflation. C'est un moyen pour nous de soutenir la consommation et d'aider au pouvoir d'achat des Français. Donc, vous dites il faut cibler par rapport à ce que disait Aurélie. Elle disait donc réguler davantage les marges, bloquer les prix, indexer les salaires, blocage des marges, enfin maîtrise des marges beaucoup plus grande, Benoît. Alors, je me réjouis que Mme Trouvet, qui représente la France Insoumise, soit pour la politique de concurrence. Mais ça ne m'étonne pas, car la politique de concurrence, dans l'ordre public économique, c'est la défense de l'équité et c'est la défense des faibles contre les puissants. Alors, moi, il me semble que ce qui ressort de la première partie de nos discussions, c'est qu'on a une palette d'instruments de politique économique. Traditionnellement, pour lutter contre l'inflation, les instruments étaient macroéconomiques. C'était la politique budgétaire et la politique monétaire. Et maintenant, compte tenu de la nature de ce qui se passe, il faut ajouter à cette palette des instruments microéconomiques pour vraiment aller toucher au cœur des mécanismes qu'on voit se développer aujourd'hui. Et au risque de simplifier, je dirais que dans les deux cas, au niveau macroéconomique et au niveau microéconomique, il y a des instruments qui sont éprouvés, qui sont bien connus, mais qui mettent du temps à agir, parfois beaucoup de temps. Et il y a des instruments d'intervention rapide qui permettent d'agir vite, mais dont les effets sont moins bien contrôlés. Parce que les conséquences de long terme peuvent être différentes de l'impact de court terme, et parce que les conséquences redistributives sont mal connues. Dans le domaine macro, le gouvernement, comme ça a été dit, et c'est pas spécifique à la France, a utilisé la politique budgétaire pour faire face à l'inflation. Ça a été très efficace pour maintenir l'inflation française parmi les plus faibles dans la zone euro, dans l'Union européenne.
Mais évidemment, quand on injecte de l'argent dans l'économie, d'un point de vue macroéconomique, à la fin, ça augmente l'inflation. Il n'y a pas de miracle. Hein. Donc les conséquences de long terme ne sont pas du tout les mêmes que les conséquences de court terme. Et il me semble que le raisonnement économique conduirait à conclure que la politique budgétaire doit être utilisée dans ces cas-là de manière très ciblée, ça a été dit, pour gérer les aspects redistributifs de ce choc inflationniste, mais pas en soi pour lutter contre l'inflation, au risque d'avoir à terme un effet contraire à ce qu'on souhaite, qui plus est, compte tenu de la situation des finances publiques de la France qui est passablement dégradée. Ça, c'est le niveau macro. Je ne m'étends pas dessus parce que ce n'est pas ma responsabilité actuelle. Au niveau micro, on pourrait développer le même type de raisonnement entre les différents instruments. Il y a un instrument qui est bien compris, bien connu, qui, je l'affirme ici, fonctionne bien et a des effets, c'est la politique de concurrence, mais qui est dans le temps long, qui met du temps à agir. Hein. Quand on commence un dossier d'entente, un dossier antitrust contre une entreprise, entre le moment où on va perquisitionner dans l'entreprise et le moment où on la sanctionne, il peut se passer 18 mois, dans le meilleur des cas, parfois 3 ans, 4 ans. On voit bien qu'on est dans le temps long. C'est très important pour discipliner les acteurs économiques, pour envoyer le bon signal, pour montrer que la loi est appliquée et qu'il y a la sanction de la loi au-dessus de leur comportement. Mais ce n'est pas, ou difficilement, un instrument d'intervention rapide. Et puis l'instrument d'intervention rapide, c'est la régulation. Hein. On passe un décret, on passe une loi qui va geler des prix, changer des contrats, la nature des contrats, changer des rapports de force, et ça, on peut le faire vite. Mais là, on a le même problème, c'est-à-dire que les conséquences de long terme ne sont pas forcément les bonnes, et l'incidence n'est pas forcément la bonne. Je donne un exemple, puisqu'on est à l'Assemblée nationale, qui est la loi du 31 mars sur les négociations dans le secteur de la grande distribution, qu'on appelle souvent EGalim 3. Qu'est-ce qui se passe avec cette loi ? On a un historique, hein, des lois EGalim 1, EGalim 2, où le politique est face à un arbitrage entre, d'une part, protéger le revenu des agriculteurs, ce qui est un objectif important de politique publique, absolument légitime, et d'autre part, protéger le revenu des consommateurs. Quand ce débat commence en 2018, c'est la loi EGalim 1, l'inflation, elle est à 1%. Et donc, il est absolument, enfin, les termes de l'arbitrage pour le politique sont clairs. Et c'est le bon moment pour rééquilibrer le rapport de force et faire remonter du pouvoir d'achat vers les agriculteurs. L'intention n'est pas contestable. L'autorité de la concurrence a détesté ce texte parce que c'est un très mauvais texte en termes de concurrence. Mais c'est le rôle du politique d'arbitrer entre différentes considérations d'intérêt public. C'est pas contestable. Chacun est dans son rôle. Voilà. EGalim 2 prolonge certaines dispositions. Bon. Et là, on a un texte qui prolonge à nouveau ces dispositions, le seuil de revente à perte fixé à 10%, et qui introduit de nouvelles dispositions, dont certaines d'ailleurs sont vraiment pas contestables, comme les dispositions visant à faire appliquer la loi française quand les centrales d'achat sont à l'étranger. Ça, c'est absolument rien à redire à ça. Et une autre disposition qui consiste à, de manière assumée, changer le rapport de force dans les négociations entre les industriels de l'agroalimentaire et les acteurs de la grande distribution en faveur des industriels. Donc on peut dire, bah, c'est la logique, ça s'inscrit dans la même logique. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Entre-temps, l'inflation alimentaire n'est plus à 1%, mais à 15%. Et ça a été dit par Madame Trouvé tout à l'heure, à peu près la même semaine où l'Assemblée nationale vote ce texte, l'Inspection générale des finances, qui était mandatée par le ministre, publie un rapport qui montre que les marges dans la chaîne de valeur agroalimentaire, l'acteur dans la chaîne de valeur dont les marges ont le plus augmenté, c'est l'industrie, c'est l'acteur intermédiaire, c'est ni les producteurs, ni les distributeurs. Et donc ce texte apparaît un peu étrange dans le contexte nouveau qui est apparu. Et d'ailleurs, le ministre Bruno Le Maire a dit des choses hier sur ces négociations qui vont à peu près dans le sens contraire à celui du texte. C'est un exemple. Et je mets pas en cause les bonnes intentions des politiques, mais je crois que les économistes ont un rôle très important à jouer pour éclairer sur cette différence entre ce qu'on fait à court terme et les conséquences que ça peut avoir à long terme, sur le fait que l'incidence des taxes et des subventions ne va pas forcément à l'acteur qui reçoit les taxes et les subventions.
Pour les étudiants qui sont dans cette salle savent que l'incidence d'une taxe ou d'une subvention dépend de la pente relative de la courbe d'offre et de la courbe de demande. D'accord ? Donc si vous subventionnez les consommateurs et si l'offre est rigide, eh ben, c'est le producteur qui va s'approprier cette subvention. C'est très simple. Donc les économistes servent à ça, et je crois qu'ils peuvent servir aussi à informer et les économistes et les statisticiens, et je crois vraiment qu'on a besoin de plus d'informations sur la répartition des prix et des marges dans un certain nombre de chaînes de valeur. On l'a maintenant dans l'agroalimentaire, mais on pourrait se poser les mêmes questions dans un certain nombre d'autres secteurs. On a besoin de plus d'informations microéconomiques sur ces questions. Je m'arrête là. Donc, question de la synchronisation des temps. On voit bien temps court, temps long. Et l'an dernier, il y a eu un sentiment d'urgence quand les prix ont flambé, à la fois à cause de ce qui se passait en Ukraine, mais aussi des conséquences du débouclage de la crise sanitaire. Il y avait un sentiment d'urgence. Donc là, il fallait agir vite, mais en même temps, il faut penser le temps long. Sur les autres pistes, blocage des prix, indexation des salaires, là, je ne résiste pas au plaisir de dire que le blocage des prix, on avait vu en 301 de notre ère que ça n'avait pas marché. Et puis à nouveau, pendant la Révolution française, il y a eu un grand maximum qui bloquait le prix des chandelles. Oui, non, mais le blocage, le grand maximum, c'était 39 produits, dont le pain, les chandelles, etc. Sinon, en Outre-mer, en ce moment, ça se fait. Et ça n'a pas bien marché. Mais ça peut. Est-ce que dans certains cas, ça peut marcher ? Et dans l'autre sens, l'indexation des salaires. En Belgique, les salaires sont indexés. On n'a pas l'impression que ça marche mal. Thomas. Je pense que ça dépend aussi, on a parlé des objectifs. Aurélie Trouvé disait à mon avis, justement, il y a une urgence pour les ménages les plus pauvres qui ont du mal à finir les fins de mois, où il y a des... en effet, si notre dépense alimentaire diminue, là, il y a un côté d'urgence. Donc ça, à court terme, on comprend bien qu'il faut aider ces ménages qui, disons pour reprendre de façon crûment, qui ne peuvent pas manger à leur faim. Donc ça, il me semble que ça, c'est une évidence. Mais après, il y a la question des temporalités. Et ça, il y a un problème plus spécifique à la France. C'est de nouveau ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que ce qu'on a observé depuis 2 ans, c'est un transfert de richesse vers l'étranger. Et donc, les solutions qu'on veut apporter face à ce problème d'inflation doivent être aussi, à mon avis, réfléchies face à ce constat. Et donc, il faut aussi réfléchir, est-ce qu'on veut soutenir le pouvoir d'achat à court terme ou est-ce qu'on veut permettre à moyen, long terme, d'avoir des hausses durables des salaires pour les gens. Parce qu'après tout, la question du pouvoir d'achat, elle ne date pas de l'année dernière. Ça fait des années qu'à chaque présidentielle, il y a toujours cette question du pouvoir d'achat qui revient. Et je pense que derrière cette question, il y a la question du tissu productif et des richesses qui sont créées ou pas en France. Et donc, c'est vrai que, par exemple, dans les années 70, il y a eu une forme d'indexation des salaires, mais c'est aussi, il y a eu le début d'une forme de décrochage de l'économie française. C'est-à-dire que c'est à partir des années 70 où les revenus, notamment du bas de la distribution, augmentent plus vite que la production, qu'on commence à décrocher par rapport à l'Allemagne. En tout cas, le décrochage s'accentue par rapport à l'Allemagne. Et quand vous lisez, par exemple, des papiers de l'INSEE au début en 1980, ils vous disent « Attention, on est en train de se désindustrialiser par rapport à l'Allemagne ». Et en 1980, on avait 8 points d'inflation d'écart par rapport à l'Allemagne. Et donc c'est aussi pour ça qu'a été décidé sous François Mitterrand la désindexation des salaires. Parce que justement, il y avait cet écart qui se creusait par rapport à nos partenaires. Et donc là, je pense que dans la situation actuelle, on a le même problème qui est accentué parce qu'on a eu 40 ans de désindustrialisation. Et donc c'est pour ça que moi, je ne serais pas... On peut, par exemple, sur l'indexation des salaires, c'est une façon de soutenir évidemment le pouvoir d'achat à court terme. Maintenant, dans une économie qui a des déficits commerciaux records, pour moi, c'est dangereux parce que ça va encore plus déformer la structure de production et fragiliser notre structure de production. Je pense que, par exemple, c'est compliqué de vouloir réindustrialiser l'économie française tout en voulant indexer les salaires. Jean-Marc, tu as parlé de la Belgique. La Belgique, certes, indexe les salaires, mais aussi a eu des déficits commerciaux qui se sont creusés, en particulier à cause de cette mesure. Et donc, il y a des débats en Belgique sur est-ce qu'il faut arrêter cette indexation des salaires parce que, certes, à court terme, ça permet de soutenir le pouvoir d'achat, mais en fait, ça fait que, surtout, vous augmentez vos importations. Et on voit bien qu'il y a une structure de l'économie française. Pendant la crise, il y a eu quelqu'un a parlé de pognon de dingue qui a été dépensé. Je pense que factuellement, c'est exact. Et ce qu'on peut voir aussi comparativement à d'autres pays, c'est qu'on a beaucoup plus aidé d'un point de vue macroéconomique les ménages que les entreprises. Et donc, il y a toujours
cette déformation de la structure de production en France que dans les années 70, à toutes les périodes presque depuis les années 50, on voit que dès qu'il y a une crise, on aide plus les ménages que les entreprises. Alors qu'en Allemagne, il y a un choix différent qui est fait, c'est de favoriser par différents moyens les entreprises, parce que l'objectif en Allemagne, in fine, c'est de soutenir le tissu productif. Et donc il y a toujours cet arbitrage entre le court terme et le plus moyen terme qui se joue. Et M. Cazeneuve a parlé aussi du secteur immobilier. Moi, je serais très prudent de ne pas aider le secteur immobilier, parce qu'une baisse des prix, dans le secteur immobilier, un autre terme qu'on peut employer, c'est un crack. Et donc, en général, on n'aime pas les cracks immobiliers, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'investissement résidentiel va baisser, donc ce qui est un déterminant quand même de la croissance en France. C'est d'autant plus un déterminant de la croissance en France qu'on a eu une désindustrialisation forte. Et donc, comme on a eu moins d'industrie, les déterminants de notre croissance en France, c'était les services et la construction. Donc si vous fragilisez maintenant la construction, ce que vous allez avoir, c'est que votre croissance à court terme va diminuer et vous allez avoir une augmentation du chômage. Donc voilà, donc c'est un peu ces arbitrages, je pense, entre est-ce que vous voulez soutenir le pouvoir d'achat à très court terme ? Est-ce que vous voulez au contraire essayer de renforcer le tissu productif pour permettre des hausses de salaire à moyen long terme ? Et puis ensuite, entre secteurs d'activité, qu'est-ce que vous voulez privilégier ? Sachant qu'il y a toujours un arbitrage. Si on prend juste, je refais la comparaison, c'est vrai que quand on prend les aides à la pierre, les aides au logement, en France, on dépense 2 points de PIB de plus qu'en Allemagne. Donc on peut dire, il faudrait couper ces aides parce qu'il y a un problème, mais je pense que c'est intimement lié à notre modèle économique français qui, de nouveau, on s'est désindustrialisé, donc nos leviers de croissance ont reposé sur les services et la construction. Donc si vous coupez aujourd'hui les aides, par exemple, à la construction, le facto, c'est que vous allez avoir une augmentation du chômage et une baisse de la croissance, d'autant plus forte qu'on est très dépendant de ce secteur d'un point de vue économique. Céline ? Oui, alors beaucoup de choses ont été dites. Moi, peut-être juste pour revenir sur globalement les outils dont on dispose. Donc, ils ont déjà été largement évoqués, mais peut-être sur l'outil budgétaire, parce que effectivement, on a cette politique, ce qui est en fait assez paradoxal, puisque en général, en période d'inflation, si on se souvient des cours d'économie, normalement, il faudrait avoir une politique budgétaire plutôt restrictive. Or, là, on a fait le contraire, et je pense qu'on l'a fait à dessein, puisque effectivement, c'est ce qu'on a dit. Le problème ne venait pas d'un surcroît de demande interne, mais en fait, c'était un problème d'inflation importée. Mais je voulais peut-être aussi rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Benoît, sur la différence entre effectivement la France et les États-Unis. On n'est pas du tout dans le même contexte. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a une surchauffe interne qui légitime une politique, à mon sens, budgétaire beaucoup plus restrictive et qui a aussi légitimé une politique monétaire de hausse des taux. Et je pense que d'ailleurs, c'est aussi pour ça que la Banque Centrale Européenne est un peu dans un dilemme, parce qu'aujourd'hui, le fait de monter les taux en zone euro, alors c'est très bien, c'est conforme à son mandat qui lui dit que quand il y a de l'inflation, il faut avoir une politique de hausse de taux, mais en fait, elle sait que ce n'est pas la réponse finalement la plus adaptée à la situation actuelle. Mais le problème, c'est que les États-Unis ayant pratiqué cette politique de hausse des taux qui, dans leur cas, était assez légitime, nous, si on n'avait pas cette politique de hausse de taux, on a ce risque de dépréciation de l'euro face au dollar, et ça, en termes d'inflation importée, ça renchérit encore le problème. Donc je pense que ça garde, en tout cas, la politique de la BCE garde cette légitimité parce que, effectivement, elle permet de ne pas trop avoir un euro qui se déprécie face au dollar, ce qui renchérirait l'inflation. Et en plus, après, il y a toute la question des anticipations d'inflation qui, pour l'instant, n'ont pas vraiment décroché, parce que le vrai risque, c'est que les anticipations d'inflation commencent à décrocher et à devenir très inflationnistes, auquel cas on peut vraiment avoir une surchauffe une boucle, en tout cas inflationniste importante. C'est pas le cas, mais c'est vrai que la crédibilité de la politique monétaire participe aussi de cela. En revanche, la politique budgétaire, il est normal qu'elle soit expansionniste, et ça, je suis d'accord. Par contre, moi, je sais que je suis plutôt contre les politiques de chèques qui ont été menées, notamment en Allemagne, beaucoup, parce qu'elles ont nourri l'inflation, parce qu'effectivement, quand vous faites des chèques, ça alimente l'inflation. Et c'est vrai qu'en France, je pense que le bouclier et toutes les mesures qui ont visé à vraiment avoir le moins d'inflation possible, à la tuer dans l'œuf, était plutôt une bonne chose, parce que ça a permis d'éviter d'enclencher donc cette fameuse boucle prix-salaire. Donc voilà, je pense que tout ce qui va dans le sens effectivement d'un refroidissement de l'inflation, et notamment le fait qu'on a eu ces 2 points de différentiel d'inflation par rapport à l'Allemagne, ça c'était quand même un fait assez saillant, ça nous permet, et là je rejoins ce que dit Thomas, ça nous permet même d'espérer qu'on va gagner en compétitivité vis-à-vis de l'Allemagne, puisque nous, dans les projections qu'on fait pour 2024, on voit que le fait d'avoir
moins d'inflation et d'avoir des salaires qui évoluent un peu moins vite, ça va nous permettre de gagner en compétitivité. Donc en tout cas sur ce côté, alors bien sûr la politique budgétaire elle peut pas rester ad vitam et aeternam très expansionniste parce que ça a un coût, hein, on l'a pas chiffré, mais sur les mesures énergétiques on est à peu près à 90 milliards d'euros, hein, le bouclier tarifaire, la remise carburant et voilà, et ce qui a été mis en place. Alors si on enlève le service public de l'énergie, parce que là je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on serait plutôt à 40 milliards, mais bon c'est néanmoins un coût qu'on peut pas soutenir de façon pérenne. Et si on a un vrai retournement, ce qu'on commence à voir sur l'énergie, hein, quand même une vraie baisse des prix des produits énergétiques et sur l'alimentaire, on pourra dire que cette politique nous a quand même permis de passer un peu ce cap difficile de l'inflation, qu'au bout d'un moment, en fait, les salaires finissent par rattraper l'inflation, parce qu'il faut quand même se dire que même si à court terme, vous avez une indexation qui n'est pas immédiate, au bout d'un certain temps, les salaires finissent par rattraper l'inflation, mais tout l'enjeu, c'est justement de gérer l'entre-deux. Et je trouve qu'une politique budgétaire raisonnablement expansionniste permet de gérer ça, bien sûr, combiné à des politiques de concurrence. Mais je suis aussi d'accord qu'il faut prendre en compte ces questions de compétitivité, et on a un vrai arbitrage aujourd'hui entre la compétitivité d'une part et, voilà, et le chômage d'autre part. Mais bon, ça, c'est une autre... C'est pour ça que faire le bon diagnostic est absolument essentiel, hein, parce que si ça n'est qu'une bosse temporaire, on peut avoir des outils où on dépense, on consacre beaucoup d'argent public et ça permet de maîtriser les effets sans entretenir. Mais si on a plus qu'une bosse, à ce moment-là, cette politique a des effets désastreux. Et quand on va retirer ces dispositifs qui coûtent très cher, hein, on peut dire que... Mais ça coûte très cher. Et quand on retire ces dispositifs, on risque à ce moment-là d'avoir non pas moins 2% d'inflation par rapport aux autres, et donc, mais au contraire plus 2, et à ce moment-là, de perdre en compétitivité. Et alors, je voulais juste ajouter un point peut-être sur une comparaison France-Allemagne, puisqu'on a parlé du blocage des prix et de la légitimité. Alors moi, je pense personnellement qu'il ne faut jamais perdre le signal prix, donc que malgré tout, le prix est un indicateur de l'état d'une économie, et de le perdre, je pense que c'est quand même, c'est pas une très bonne chose. En revanche, par exemple, sur les dispositifs qui ont été faits, boucliers tarifaires et autres, moi, je trouve que l'exemple allemand était très bien, parce que ce qu'ils ont fait, alors ils l'ont fait trop tard, hein, certainement, ils auraient dû le faire plus tôt, on a été plus vertueux à ce niveau-là, mais ils ont fait une sorte de bouclier tarifaire, mais qui en fait consistait à subventionner uniquement 80% de la consommation passée, donc c'était pas sur l'ensemble de la consommation, et donc de dire, en fait, il va y avoir une consommation d'énergie qui va être subventionnée, mais uniquement sur 80% de la consommation de gaz ou d'électricité. Ce qui permet deux choses, d'une part d'avoir des ménages qui essayent de faire un peu de sobriété énergétique, donc ça c'est la première vertu, et la deuxième, c'est qu'effectivement vous avez une forme de subvention, mais vous ne perdez pas totalement le signal prix, puisque au-delà des 80%, c'est le vrai prix du marché qui s'applique. Donc je trouve que ce genre de solution, alors eux ils ont été malins, ils l'ont fait au moment où l'énergie commençait à baisser, et en fait ils avaient annoncé 200 milliards, ils vont peut-être en faire 30, donc ils s'en sont bien sortis, mais en tout cas voilà, je pense que ce genre de solution est quand même assez intéressante et pourrait nous inspirer, enfin voilà. Aurélie, est-ce qu'il peut y avoir des solutions qui sont des solutions intermédiaires comme ça, où on aide, mais on n'aide pas complètement pour sauver le pouvoir d'achat, mais en gardant tout de même l'impact du signal prix? Parce que de toute façon, si on se projette dans un avenir de moyen terme, on sait bien que les prix de l'énergie ne vont pas baisser et qu'ils vont augmenter, et qu'il ne faut surtout pas, c'est ce qui était évoqué, hein, les dépenses brunes, il ne faut surtout pas inciter les gens à continuer à dépenser beaucoup sur l'énergie. D'abord, je voudrais dire que je suis assez d'accord sur l'intelligence du dispositif allemand, pour le coup. Enfin, voilà. Je voulais réagir aussi, avant d'arriver à cette question-là, parce qu'il se trouve qu'on a une proposition commune avec mon rapporteur Albertini, mais sur le court et le long terme, moi je reprendrai une phrase très connue de Keynes qui dit « à long terme, nous serons tous morts ». Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, on est dans la 6e puissance économique du monde, avec une personne sur 8 qui déclare avoir faim. Voilà. Et que ceci est en augmentation. Donc je reviens à cette fameuse économie des besoins, c'est-à-dire qu'il y a des besoins très court terme qui sont extrêmement importants sans attendre le long terme. Voilà. Et auxquels il faut répondre. Et aujourd'hui, on a un logiciel de politique économique qui n'y répond pas. Voilà, c'est ça le problème pour moi. Alors ensuite, sur les réponses, d'abord, je voudrais aussi dire que moi, il ne s'agit pas de lutter. Alors c'est peut-être là qu'on a une nuance. Moi, je ne suis pas pour qu'on lutte absolument, et ce que vous dites vous-même, contre l'inflation, c'est-à-dire le niveau global d'inflation, même s'il faut le ralentir. Hein, c'est pas... Je pense qu'il est évidemment un niveau bien trop élevé, notamment dans l'alimentation, mais il s'agit aussi de répondre aux effets redistributifs de cette inflation, raison pour laquelle, nous, avec la NUPES, je le redis, on est pour, non pas le blocage des prix en général, mais d'un panier de produits de base, comme actuellement d'ailleurs dans l'outre-mer, hein, tout simplement.
Et puis, voilà, pour agir sur le raccrochage des salaires par rapport au prix. Et là-dessus, je vous réponds, je suis tout à fait d'accord, néanmoins qu'on a un problème de structuration de l'économie. C'est-à-dire que on est évidemment bien trop importateur net. Alors après, attention, parce que dans ce qui fait la compétitivité de la France, là aussi, il y a un débat entre économistes sur la part prise par les salaires, les coûts de production et bien d'autres facteurs de compétitivité, hein, notamment la qualité des produits, tout l'environnement institutionnel, etc. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire que les autres facteurs comptent aussi beaucoup, mais ça pose quand même la question, alors évidemment, des outils de relocalisation beaucoup plus puissants qu'aujourd'hui, en matière notamment réindustrielle, mais aussi agricole, hein, parce que notre balance commerciale agroalimentaire qui était super positive est quand même sacrément érodée. Elle est même négative vis-à-vis de l'Europe, alors qu'on était censé être le grenier de l'Union européenne. Pour finir, donc nous, ce qu'on propose avec M. Albertini, j'espère que ça pourra faire l'objet d'une PPL, d'une proposition de loi transpartisane, et ça va dans votre sens, c'est de cibler. J'entends sur la politique de chèques globaux. Par contre, je pense qu'il peut y avoir des chèques intelligents, ciblés et d'urgence, peut-être sur déjà quelques mois, quelques années. Par exemple, je pense aux chèques alimentaires pour les classes les plus défavorisées, mais conditionnés bio et local. Alors évidemment, ça pose toute une question de concurrence, mais conditionnés bio et local, pourquoi ? Parce que là, en plus, il y a des marchés qui s'effondrent, voilà, auxquels il faut répondre. Et même des producteurs en difficulté, hein, les fruits et légumes sont en difficulté actuellement. Hein. Donc pour moi, c'est ça, c'est bien ciblé, même si pour moi les chèques sont absolument insuffisants, mais quand ils sont bien ciblés, ils peuvent au moins permettre certains effets. Juste une dernière chose, moi je souhaite vraiment qu'on poursuive les travaux sur l'inflation. Je le dis, pour l'instant nos travaux sont stoppés, c'est-à-dire que en commission des affaires économiques, on n'a pas eu le feu vert pour les continuer. Vu le contexte, je souhaite vraiment qu'on puisse continuer un groupe de travail sur l'inflation parce qu'on en a besoin dans l'Assemblée nationale, et je le dis aussi à l'égard des économistes qui sont ici et de la qualité des travaux et des journées de l'économie. On a besoin de prendre en compte bien davantage les travaux pluriels des chercheurs en économie dans nos travaux parlementaires. Benoît. Oui, merci. Je voulais très brièvement rebondir sur ce qu'a dit Madame Trouvé sur l'outre-mer, qui n'est pas l'objet principal de notre débat ici, mais tout ce il y a un exemple qui tout peut ce dont être on vient, intéressant. C'est surtout que tous les problèmes dont on vient de parler, ils sont présents au carré dans les territoires d'outre-mer, avec des spécificités locales qui les aggravent. Il y a une commission d'enquête sur la vie chère en outre-mer dans cette maison qui travaille là-dessus. Alors je suis pas sûr que le bouclier qualité-prix soit un très grand succès, parce qu'il vise des objectifs, il vise trop d'objectifs à la fois. Il vise à la fois à protéger le pouvoir d'achat des consommateurs, à soutenir la production locale, peut-être 2 ou 3 autres objectifs que je connais pas. Donc c'est difficile de trouver le panier qui va concilier tous ces objectifs. Et je suis pas sûr que ce soit un énorme succès, mais peu importe. Je pense qu'on a un besoin de mobilisation pour trouver des solutions spécifiques à l'outre-mer. En ce qui concerne l'autorité de la concurrence, sur l'année 2022, un quart de nos décisions contentieuses, donc avec des sanctions, on a infligé à peu près 500 millions d'euros de sanctions à des entreprises l'an dernier sur des questions de concurrence. Un quart dans le nombre de décisions, un quart des décisions étaient en outre-mer, ce qui montre bien l'intensité du problème. Alors, il y a un point qui est revenu à plusieurs reprises, qui est la notion de ciblage. Et moi, cette notion, elle m'interpelle. On voit évidemment que ce serait logique de distribuer, de sauver le pouvoir d'achat de ceux qui en ont besoin, mais comment est-ce qu'on cible ? Un exemple simple, un foyer qui a exactement le même revenu, et il y a l'un des 2 foyers qui a choisi de vivre, pour des raisons pratiques d'organisation, à 80 km de l'endroit où il travaille, et l'autre qui vit à 2 km. Vous avez un choc énergétique là-dessus majeur. Eh bien, évidemment, celui qui est à 80 km, il s'en prend beaucoup plus plein la figure que celui qui est à 2 km. Est-ce qu'il faut les aider pareil ou est-ce qu'il faut les aider différemment ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut continuer à aider les gens à s'installer à 80 km de l'endroit où ils travaillent ou pas ?
Et s'ils sont installés à 80 km de l'endroit où ils travaillent, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent continuer à travailler? Voilà, donc cette question du ciblage, alors, il y a une question politique qui cible le ton. On a bien vu qu'il y avait des points de convergence et des points de désaccord, qui sont un débat légitime qui doivent être tenus dans cette maison. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Assemblée nationale a été créée, c'est contrôler et orienter la dépense publique. Donc, mais comment est-ce qu'on cible, Thomas? Je pense de nouveau, ça revient à notre modèle économique. C'est-à-dire que le fait qu'on s'est désindustrialisé a fait un des corollaires, c'est que l'activité économique a été concentrée dans les grandes agglomérations. Et donc c'est compliqué aujourd'hui, en effet. Non, je rejette cet argument avec un point simple. En France, sauf au cœur de Paris, on peut vivre à moins de 20 km de l'endroit où on travaille à un prix raisonnable. Donc il y a plein de gens qui font des choix. Baladez-vous un peu en France. Il y a plein de gens qui font des choix de vivre très loin de l'endroit où ils travaillent. Mais le gros, c'est quand même l'Île-de-France. Voilà. Donc, vous faites un choix de vivre loin de Paris parce que financièrement, vous n'avez pas les moyens et parce que l'activité économique, malgré tout, est fortement concentrée en Île-de-France. Et donc ça revient aussi à notre discussion sur, à mon avis, justement, si vous remettez de l'activité économique sur les différents territoires, c'est aussi une façon de diminuer la pression sur le foncier, quoi. Alors, et après, sur le ciblage, ça, c'est un choix éminemment politique. C'est-à-dire c'est pas une décision ou une réflexion d'économie, c'est un choix politique. Est-ce qu'en effet, quelqu'un qui vit à 80 km, on doit le subventionner comme quelqu'un qui a choisi de vivre plus proche d'une agglomération, mais peut-être avec moins de mètres carrés? Ça, c'est pas... Céline. Oui, alors peut-être juste pour ajouter sur ce point... quelque part, le problème, c'est que si on subventionne trop la personne qui habite à 80 km, s'il se trouve qu'on a une augmentation structurellement élevée des prix de l'énergie, à ce moment-là, on n'induira jamais un changement de comportement. Et c'est en ça que, pour moi, le prix est important, parce que le prix va conditionner le comportement économique. Donc moi, je serais d'avis que, justement... le ménage, il est face à un certain nombre de coûts, de choix, c'est-à-dire qu'il va avoir un arbitrage entre le fait d'habiter loin et de payer plus cher, mais d'avoir une plus grande qualité de vie, de pouvoir télétravailler, etc. Mais il faut qu'ils prennent en compte l'ensemble des paramètres. Alors si c'est un choc vraiment très ponctuel, très massif, comme on a vu, et c'est aussi pour ça qu'on a eu ces politiques d'aide massive, c'est parce que pour moi on l'analysait comme un choc transitoire. Si on est sur quelque chose de plus pérenne, à ce moment-là, il faut graduellement sortir des dispositifs d'aide pour dire, voilà, le nouveau signal prix, c'est celui-là, et les gens devront s'organiser en fonction de cela. Benoît. Alors sur les transports locaux, je vais illustrer ce que j'essayais déjà de dire tout à l'heure, qui est que la subvention n'est pas forcément le seul instrument. On peut aussi essayer d'améliorer les structures de marché pour permettre aux utilisateurs des meilleurs choix. C'est-à-dire des choix qui grèvent moins leur pouvoir d'achat et des choix qui soient plus soutenables aussi, parce que c'est quand même un objectif de politique publique. Donc à l'autorité de la concurrence, on a lancé ce qu'on appelle un avis sectoriel, donc une enquête sur les transports de proximité, les transports terrestres de proximité, en regardant l'ensemble des modes de transport, le train à longue distance, le train régional, le tramway, le bus, pourquoi pas le taxi, le vélo. Je pense qu'on va s'arrêter là, on n'ira pas sur les trottinettes et les vélos, mais on pourrait. Et on va regarder comment l'organisation des marchés, alors y compris la manière dont les autorités organisatrices passent leur marché, parce que maintenant il y a une partie de tout ça est ouverte à la concurrence, mais de manière différente et avec des approches très différentes selon les régions et selon les villes. Et donc on a sollicité toutes les régions, toutes les villes et les opérateurs pour qu'ils nous expliquent ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on publiera un avis en novembre, je pense, parce que c'est beaucoup de travail, pour regarder ce qu'on peut améliorer pour rendre du pouvoir d'achat aux usagers et aussi pour améliorer l'intermodalité et à travers ça, la soutenabilité. Alors, il y a plusieurs points d'accord qui se dégagent. Il est utile de ralentir l'inflation, vous l'avez tout dit d'une manière ou d'une autre. Il faut cibler, mais évidemment, ça amène toute une et technique, et attention aux effets de court terme contre le long terme. Avant de passer la parole à la salle, je voudrais poser une question aux deux députés. Vous avez dit l'un et l'autre que c'était important qu'il y ait des travaux d'économie sur la question. Aujourd'hui, là, vous en avez un certain nombre qui sont à vos côtés. Sur quel sujet vous voudriez qu'ils travaillent sur l'inflation? Sur quoi vous avez besoin de leur lumière? Jean-René ou Aurélie, comme vous voulez.
Moi, d'abord, je voudrais réagir sur la question des données. Parce que j'ai fait 20 ans de recherche en économie aussi, et je sais à quel point la question des données est quand même problématique. Moi, je vais prendre mon cas qui est de la recherche sur les filières agroalimentaires et la question des revenus agricoles, etc. Je sais par exemple que l'Observatoire français des prix et des marges pourrait avoir beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de données de mon point de vue, et qu'il faudrait plus de moyens publics, pour que ce soit également mis à disposition des chercheurs. Je vais donner un autre exemple, celui de la politique agricole commune. Pourquoi n'a-t-on pas davantage de données sur la distribution très précise des aides de la PAC qui quand même sont à hauteur de 9 milliards par an? Voilà. Je dis simplement qu'au-delà des accords fertiles qu'on peut avoir dans la science économique, on a aussi besoin tous, quels que soient ces désaccords-là, de données plus précises dans les instituts aussi, et dans des instituts, par exemple, comme l'Observatoire français des prix et des marges, que je connais assez bien. C'est quand même... Mais ça, c'est pas une demande aux économistes, c'est une demande... Non, mais je le dis qu'on a besoin de leurs travaux, mais que pour que leurs travaux soient d'autant plus riches, il faut ces données, et que ça, c'est du ressort de nous, décideurs politiques, de donner plus de moyens pour cela. Voilà, je le dis parce que j'ai fait 20 ans de recherche et je vois bien que cette question des données, elle est primordiale et elle dépend de nous. Ensuite, les recherches sur lesquelles, pour moi, on a besoin d'encore plus de travaux, c'est notamment sur les causes de l'inflation, c'est-à-dire là, y compris depuis quelques mois, on voit bien que vous l'avez très bien dit, qu'il y a une évolution. Évidemment, il y avait un choc d'approvisionnement lié à la crise du Covid, et on voit bien qu'on rentre dans un nouveau contexte, voilà. Et notamment, il y a la question des marges et des profits, quand même, tout le monde l'admet. Donc, avoir une étude plus précise sur quel secteur, quel type d'entreprise peuvent augmenter leurs marges. Voilà, aujourd'hui, on entend des patrons comme Leclerc, par exemple, qui montent au créneau et qui nous disent « il y a des grandes marques qui en profitent, etc. » Mais pourrait-on avoir un éclairage plus précis de la part des économistes, s'ils en ont les données, pour que, justement, ça puisse nous nourrir sur nos travaux, quels que soient nos points de vue? Je pense que ce serait très, très utile. Et juste une dernière remarque, moi, je suis complètement d'accord avec vous aussi sur l'importance de les prendre en compte au fur et à mesure. Je vous le dis, nous, le groupe France Insoumise NUPES, nous avons voté contre la loi Renaissance, donc soutenue par la majorité présidentielle, qui, de notre point de vue, renforçait les marges des industries agroalimentaires. Donc, pour vous dire en tout cas que, voilà, pour nous, ça a été justement la prise en compte de ce type de résultats économiques de court terme qui fait qu'on s'est opposé à cette proposition de loi. Il y a une partie de ces données qui existent, les comptes nationaux trimestriels, qui font partie de la salve de chiffres hier. Il y a des données de taux de marge sectoriels, et c'est ces données-là qui ont montré d'ailleurs qu'il se passait quelque chose de très particulier récemment dans l'agroalimentaire. Jean-René. Oui, se battre pour les agriculteurs et le revenu des agriculteurs, c'est un noble combat. Vous avez, à juste titre, soulevé la difficulté et les impacts modérés, on va le dire, quelquefois même à contre-temps, en raison des crises, des différentes lois. S'il faut remettre le travail sur l'ouvrage, on le fera, parce que voilà, c'est une profession particulièrement exposée, et c'est un domaine où vraiment l'État doit intervenir pour maintenir le revenu. Ils ont vraiment des revenus, pour un certain nombre d'entre eux, qui sont absolument indignes. Bon. Alors, pour répondre à votre question directement, il y a très longtemps qu'on n'a pas connu ce niveau d'inflation, vous l'avez dit. Donc, réactualiser un petit peu, dans le contexte qui nécessairement est nouveau, l'impact réel. On n'a pas tous dit tout à fait la même chose. Bon, et c'est tant mieux. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a un impact très important sur les plus pauvres de nos concitoyens, et c'est certain qu'il y a un impact là, avec des gens aujourd'hui qui ont de vrais problèmes pour accéder aux besoins primaires. Mais j'ai aussi entendu dire que voilà, tout le monde était impacté, et que c'était... donc voilà, moi ça m'intéresse évidemment de bien comprendre ça, cette vague d'inflation aujourd'hui, qui a l'impact directement le plus, et de
probablement continuer à creuser ces impacts. C'est aussi vrai pour les entreprises. On a moins parlé, mais on voit que les secteurs qui sont beaucoup plus exposés à la concurrence que d'autres qui sont beaucoup plus exposés à ce qui se passe à l'international que d'autres, c'est assez important pour évidemment les politiques publiques qu'on va avoir derrière. Pourquoi on a besoin de ces informations et pourquoi on a besoin des travaux des économistes? Parce que le levier budgétaire a ses limites, et je pense que on est tous d'accord, d'autant plus que il y a d'autres politiques publiques aussi qui méritent aujourd'hui des investissements. Je pense évidemment à la réindustrialisation de notre pays. Ça demande beaucoup de capitaux, beaucoup d'investissements, beaucoup de soutien. Je pense évidemment à la transition écologique, pour prendre que deux sujets qui d'ailleurs sont assez liés. Mais là aussi, on a besoin aujourd'hui d'un soutien massif de l'État. Donc l'État ne peut pas tout faire, comme chacun sait. Et donc on a besoin, je crois, de cibler sur ce soutien de nos concitoyens et des entreprises face aux impacts de l'entreprise, pour se libérer des marges de manœuvre sur d'autres politiques publiques qui sont aujourd'hui extrêmement importantes. Moi, je considère que la lutte, sauf si vous me démontrez le contraire, mais que la lutte pour maintenir l'inflation au niveau le plus bas possible est absolument prioritaire. Merci. Donc, messieurs, mesdames, les économistes, votre carnet de commandes pour les prochains mois, c'est bien rempli. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Des questions, des interrogations, des contradictions, des indignations? Merci de vous présenter et d'être concis. Oui, je souhaite être très concis. Bernard Biderman, que pensez-vous de l'idée d'avoir plusieurs SMIC en France? C'est-à-dire des SMIC par région, grande ville ou pas. Après tout, il y a des grandes différences de transport, il y a des différences de chauffage dans le nord comme dans le sud. Et quand on regarde sur les marchés les prix des légumes et des fruits, il y a des grosses différences d'une région à l'autre. Est-ce que ce ne serait pas plus simple d'avoir plusieurs SMIC plutôt que de vouloir contrôler tous les prix de plein de secteurs? Merci. Alors, des SMIC différenciés. Jean-René? Écoutez, c'est une bonne idée, mais qui est absolument infaisable. Je pense que... et je ne sais pas qui pourrait porter politiquement un tel sujet. C'est vrai, mais c'est vrai aussi... avant de faire de la politique, j'avais un vrai métier, mais dans l'entreprise, si vous voulez, dans l'entreprise, vous ne savez pas rémunérer différemment deux personnes qui font la même chose, deux commerciaux qui font la même chose, un qui le fait dans le Gers, qui est un formidable département, et puis l'autre qui va le faire au centre de Paris, alors que leur niveau de vie n'aura rien à voir. Aujourd'hui, quand vous êtes une infirmière, vous êtes payé de la même manière si vous êtes dans le Gers, si vous êtes au cœur de Paris, et on sait bien qu'au cœur de Paris, elle va avoir des enjeux de logement, de temps pour aller travailler, etc., qui n'ont rien à voir. Donc son pouvoir d'achat... Donc c'est vrai que en toute justice, il faudra être capable de moduler. Mais là, vous rentrez dans une complexité et une compétition entre territoires qui me paraît absolument infaisable. Aurélie? Non, moi, je suis de la même position que l'ensemble des syndicats de salariés, à savoir qu'il ne faut absolument pas de SMIC qui soit différencié en fonction des régions, y compris parce que ça fragilise les négociations et les syndicats de salariés de ce point de vue-là, et puis évidemment les questions pratiques qui ont été soulevées. Mais je pense qu'effectivement, on posait une bonne question, c'est celle des niveaux de vie. Moi, je suis députée en Seine-Saint-Denis, donc vous imaginez bien que voilà, se pose la question du niveau de vie. C'est la population la plus défavorisée de l'Hexagone. Hein, et quel est le gros problème et qui est en train de s'accentuer? C'est la question des prix du logement. En Seine-Saint-Denis, la hausse des prix du loyer a été la même à peu près que celle de Paris, avec la population aux revenus les plus modestes de l'Hexagone. On a des prix au mètre carré qui sont supérieurs à des villes comme Lille, Lyon ou Nice. Voilà. Et donc là se pose la question, c'est un débat qu'on a eu aussi dans la nuit parce que ça nous a permis de... c'est la question d'un encadrement efficace des loyers, voilà, qui aujourd'hui n'est pas appliqué. Donc pour moi, le meilleur moyen, en tout cas dans la région d'Île-de-France, de s'attaquer à ces différences de niveau de vie, c'est le logement. Et ça, voilà. Et je rappelle quand même que c'est 30% des revenus des ménages à peu près, quand ça consistait à 10% des dépenses des ménages dans 1960, c'est 30% aujourd'hui. Voilà, c'est 30% aujourd'hui et c'est 42% pour le premier décile. Voilà, donc pour moi, enfin, voilà, je comprends je suis tout à fait d'accord avec vous sur la préoccupation, mais voilà, j'apporterai plutôt une réponse différente. Autre question, monsieur?
Bonjour, Jean-Paul Burnier, je représente la CPME du Rhône. Merci pour la qualité de vos propos. Un point qui n'a pas été évoqué, c'est les taux de TVA et leur impact sur les prix. Il y a une idée qui a été évoquée à plusieurs reprises, c'est de choisir un panier de produits de première nécessité et de réduire sur ces produits le taux de TVA. Ça n'a pas abouti pour des raisons politiques diverses, de tendances politiques, mais est-ce qu'il y a des obstacles techniques? Est-ce qu'on ne veut pas favoriser certaines productions? Est-ce que c'est difficile de choisir le panier, etc. Donc après le ciblage du SMIC, le ciblage de la TVA. Qui veut... Thomas? Je pense qu'une des difficultés, c'est si on vous baisse la TVA, est-ce que la TVA va baisser pour le consommateur? Et ça, c'est pas évident, quoi. Est-ce que ça va partir en marge ou véritablement en baisse de prix? De nouveau, il y a l'exemple, il y a quelques années, des restaurateurs, où il y avait une baisse de TVA sur la restauration. Je crois que les études qui étaient sorties sur ça, c'était pas évident que ça s'était répercuté pour le consommateur. Et là, aujourd'hui, en plus, dans un contexte d'inflation, il me semble que c'est encore plus compliqué de mettre en place ça parce que quand vous avez une inflation à 5% et à 14% dans l'alimentaire, si on vous baisse la TVA, c'est très facile de dire mais en fait on a bien pris en compte la baisse de TVA, mais simplement nos coûts de production augmentent et donc je ne suis pas sûr que dans le contexte actuel, surtout avec de l'inflation, ce soit une mesure qui soit très facile à mettre en place. Jean-René. Oui, baisse de la TVA, c'est une baisse certaine des recettes de l'État et un gain incertain pour le consommateur. Et je crois que là-dessus, on est tous d'accord. Et toutes les expériences qui ont été faites le montrent. Je crois que ça a été aussi tenté en Hongrie récemment, où l'effet a été inverse. Donc, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Bon, donc deuxième proposition rejetée. Bonjour. Je vous souhaite de bonne chance. Bertrand Séné, donc économiste. D'abord, merci d'avoir montré toute la complexité du problème. Cependant, je n'ai pas compris en fait pourquoi on fait peser l'inflation importée sur les plus pauvres qui sont obligés de sauter des repas. Je pense que ça n'a aucun sens. Et c'est même monstrueux. Et en fait, il me semble que l'État aurait très bien pu éviter l'inflation. Je pense qu'on peut vraiment éviter l'inflation en faisant peser l'intégralité du coût des mesures anti-inflationnistes pour éviter l'augmentation des prix de l'énergie sur les ménages des classes moyennes supérieures et sur les entreprises les plus profitables en mettant en place un impôt provisoire. Je pense que c'est vraiment un choix aujourd'hui de dire bah voilà, on laisse peser l'inflation sur les plus pauvres. C'est absolument monstrueux. Et la deuxième remarque, c'est concernant les profits des entreprises. Il me semble utile de rappeler que l'intérêt de la concurrence, c'est quand même de maintenir des prix les plus bas possibles. C'est pour ça qu'on est pour l'économie de marché, enfin, je pense. Si certaines entreprises ne respectent donc pas cette règle du jeu fondamental de l'économie de marché, il me semble que ça devrait être le rôle de l'État, et notamment de l'autorité de la concurrence, d'intervenir et de sanctionner les entreprises quand elles profitent d'une période d'inflation pour augmenter leurs prix de façon abusive. Qu'en pensez-vous ? Donc la deuxième question va à Benoît. Tu veux que je... Oui. On le fait, hein, je l'ai dit, l'an dernier, on a infligé 568 millions d'euros de sanctions à des entreprises qui avaient des comportements anticoncurrentiels, soit des ententes, soit des abus de position dominante qui, à la fin, lésaient le consommateur. Et on a un certain nombre de très beaux dossiers dont je ne peux pas parler parce qu'ils sont en cours d'instruction, mais qui concernent directement le consommateur. Donc où il y a des comportements d'entreprise qui, là encore, soit s'entendent, soit abusent de leur position pour léser soit leurs fournisseurs, soit leurs distributeurs. Parce que quand on dit le consommateur, c'est souvent une entreprise, en réalité. Parce qu'il y a des produits intermédiaires. Donc les comportements anticoncurrentiels, ils lèsent beaucoup les entreprises, notamment les PME, et pas seulement le consommateur final. Donc c'est notre métier et on le fait. On regarde plus particulièrement les secteurs qui sont au cœur de la transmission de l'inflation aujourd'hui, hein, et dont on a parlé ce matin. Donc on l'a dit, hein, l'agroalimentaire, l'énergie, les transports, un certain nombre de secteurs où on a en plus des comportements habituels, on a une suspicion. On est payé pour être suspicieux, hein, c'est notre métier. On a cette suspicion que dans une période de hausse généralisée des prix, certaines entreprises peuvent avoir la tentation d'en profiter pour cacher
en se disant que des comportements anticoncurrentiels vont passer plus facilement, seront moins facilement repérés. Si vous augmentez vos prix quand l'inflation est à 0, ça se voit plus que si vous augmentez vos prix quand l'inflation est à 15%. Voilà. Et donc, derrière ce voile de l'inflation, il peut y avoir des comportements de coordination entre entreprises, d'entente, et c'est ça qu'on regarde. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça prend du temps, c'est pas, voilà, on n'est pas dans l'action très rapide, mais on est très mobilisé là-dessus. Ce qu'on appelait en temps le grain à moudre. Sur la question d'un impôt sur les classes moyennes supérieures, pour faire porter le partage de manière plus équitable, Céline ou Thomas? Oui, alors peut-être que deux choses. Dans votre intervention, vous dites que le coût de l'inflation ne pèse que sur les plus modestes. Or, moi, j'ai essayé de vous démontrer le contraire, en fait, qui pesait un peu sur tout le monde. Alors après, on peut considérer que c'est plus préjudiciable pour les plus modestes parce qu'ils sont dans une situation effectivement beaucoup plus préoccupante que le haut de la distribution. Mais en fait, ce coût est quand même assez partagé. Je vous dis, l'hétérogénéité est plus forte entre les mêmes déciles d'une distribution, mais pour des situations, on va dire, socio-familiales, d'âge, etc., différentes. Après, effectivement, la question de la fiscalité, ou même, comme on l'a dit à un moment donné, taxer les super profits, etc., se pose. Certains pays l'envisagent. Il y a l'idée aussi au niveau européen de le faire, d'avoir une taxe sur les super profits. Donc, pourquoi pas? Après, c'est la manière dont on finance ça. En revanche, l'idée de dire le poids de l'inflation ne devrait être supporté que par une partie des ménages, moi, pour le coup, je m'inscrirais en faux parce que je ne vois pas pourquoi une partie seulement devrait supporter l'inflation. Je pense que le coût doit être vraiment bien partagé entre l'État, les entreprises et les ménages. Mais c'est vrai que, après, c'est les mêmes problématiques sur un certain nombre d'impôts. Voilà, après, c'est un vrai débat politique sur quel est notre choix collectif sur qui on doit faire peser l'inflation. Et je vous dis, je comprendrais assez mal qu'on le fasse peser que sur une partie de la population versus une autre. Et en l'occurrence, vu le nombre de personnes qui sont touchées par cette inflation, ça me paraît difficile de faire des choses un peu binaires. Voilà. Donc là, on revient à un débat très politique. Est-ce qu'il y a une question? Je voudrais faire un peu de discrimination positive. Est-ce qu'il n'y a pas un ou une jeune qui voudrait poser une question? Oui, allez, on va vous apporter un micro. Alors, Edgar Rodriguez, étudiant. Et moi, du coup, j'aurais une question. Peut-être que vous avez déjà répondu, mais concrètement, quels seraient les problèmes posés par la mise en place d'un panier alimentaire pour les classes populaires touchées par l'inflation? Peut-être que vous avez déjà répondu, mais j'ai pas eu les arguments concrets. Moi, peut-être que j'ai mal entendu, en fait, juste. Mais j'aimerais bien être sûr. Repréciser la question. Les problèmes posés pour la mise en place d'un panier alimentaire pour les classes populaires touchées par l'inflation. D'accord. Qui veut répondre? Plutôt une question pour les économistes? Juste peut-être préciser, parce que panier alimentaire, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par panier alimentaire? C'est-à-dire d'avoir des biens subventionnés, d'avoir quoi? Oui, des prix bloqués. Des prix bloqués tout ce qui est chèque alimentaire, Ah oui. Le chèque alimentaire. Vous voulez parler de quoi précisément? Du fait de cibler un certain nombre de produits pour bloquer leur prix? Oui, c'est ça. D'accord. Et voir les problèmes que ça pose. C'est un vrai panier anti-inflation. Faire un vrai panier. Alors moi, je peux reprendre l'exemple de la révolution que j'évoquais. Ce qui s'est passé quand on a bloqué le prix des chandelles, c'est que les commerçants ont écoulé leur stock de chandelles et puis ensuite, ils n'en ont pas recommandé. Donc les chandelles ont disparu et tout est passé au marché noir. Mais ça, c'était il y a 2 siècles et demi. Est-ce que ça a changé depuis? Non, moi j'ai un peu la même réaction que Jean-Marc Vittori, c'est-à-dire que je pense que ça pose quand même d'assez grandes difficultés de mise en œuvre, notamment pour les raisons qui ont été exposées par Céline Antonin, qui est que la vulnérabilité à l'inflation n'est pas la même pour les ménages. Céline a dit les variations à l'intérieur d'une classe de revenus sont plus importantes que les variations entre classes de revenus, et elles sont aussi territoriales, sociales, professionnelles, etc. Donc ça va être très difficile de cibler ce panier d'une manière on risque d'avoir une cote mal taillée qui va bénéficier à tout le monde, certainement, mais pas très bien, parce qu'elle ciblera pas exactement les problèmes que rencontre tel ou tel ménage. Et à l'inverse, on ne sait évidemment pas faire un bouclier qui serait ménage par ménage, évidemment. Donc je pense que
l'idée va dans le bon sens, elle est très difficile à mettre en œuvre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça existe dans les départements d'outre-mer, ça s'appelle le bouclier qualité-prix, et c'est fait par le concertation entre le préfet et les acteurs économiques locaux. Ça a un certain impact parce que, effectivement, quand on gèle des prix, l'inflation est moins forte, ça c'est sûr, mais la définition du panier est quand même assez difficile. Puis dernier argument, alors là je parle en économiste, quand on a des mesures de second best, on a toujours tendance à... on va créer une distorsion ailleurs. Donc je prends l'exemple je reviens à la loi du 31 mars, pardon à monsieur Cazeneuve de mon obsession pour la loi du 31 mars, où on a dit, voilà, il y avait un encadrement des promotions dans la loi Egalim sur les produits alimentaires dans la grande distribution. Et qu'est-ce qu'ont fait les distributeurs qui ont quand même besoin de faire des promotions pour se différencier et attirer les clients? Ils ont fait des promotions ailleurs, donc sur la parapharmacie ou sur des produits qui ne sont pas alimentaires. Donc la loi suivante dit on va aussi interdire les promotions dans la parapharmacie, puisque c'est là que s'est déplacé le problème. Donc voilà, donc les microéconomistes ont tendance à craindre que quand on utilise des instruments comme ça, on va créer des problèmes ailleurs et que la loi suivante va devoir aller régler les distorsions qu'on aurait créées sur les autres produits qui ne sont pas dans le panier. Voilà. Donc pardon d'être un peu négatif, je partage l'intention, mais je pense que c'est très très difficile à mettre en œuvre. Thomas. Pour un point plus positif, je pense que ce serait possible à faire si on structurait la production. Par exemple, dans l'après-guerre, pour essayer de fixer un prix de l'énergie, on avait nationalisé, on avait créé un service public de l'énergie. C'est pareil avec la PAC, on avait fixé un prix agricole, mais ça supposait aussi que vous changez la structure vous êtes capable, enfin il y a une volonté de l'État de structurer et de garantir l'approvisionnement. Parce qu'en effet, si l'État ne garantit pas l'approvisionnement, historiquement, ça n'a pas marché. Maintenant, si vous changez la structure et que vous dites, voilà, il y a un service, c'est une proposition, il y a un service public de l'alimentation pour garantir un prix pour nos agriculteurs et puis pour le consommateur, économiquement, il me semble que ça peut se tenir. Après, c'est extrêmement compliqué à mettre en place. Aurélie. Je voulais réagir. En fait, je suis d'accord. C'est là où, pour moi, il n'y a pas de réponse mesure par mesure. C'est soit on a une réponse systémique, c'est-à-dire vraiment une politique économique tout à fait différente, mais on ne peut pas y arriver, pour moi, par mesure par mesure. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, moi, je fais partie des artisanes du programme économique de la France Insoumise et aujourd'hui de la NUPES. On peut trouver ce programme radical, etc. Mais il est systémique en tout cas. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas juste, par exemple, proposer un panier de prix de produits à prix bloqué. En fait, ça demande tout un tas de transformations planifiées. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on est pour une très forte planification de l'économie et en revenir à un commissariat au plan tel qu'il a existé, d'ailleurs, il y a quelques dizaines d'années. Voilà. Et juste une remarque sur... je le dis aussi, parfois, nous sommes d'accord avec des économistes qui ne sont pas forcément... au départ de notre bord, je voudrais quand même mentionner, puisqu'il a été question de l'impôt sur une taxe sur les gros patrimoines, mentionner par exemple le rapport de Pisani-Ferry et de Mahfouz, que je trouve extrêmement intéressant, et qui pose la question, effectivement, à un moment donné, pour une raison de justice sociale, en fait, et même si les effets de l'inflation peuvent être sur l'ensemble des classes sociales, en l'occurrence, il y a des classes sociales qui, elles, se voient supprimer leurs besoins de base. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, se pose sérieusement, et on devrait mettre en place un impôt exceptionnel, soit sur les méga profits, comme on a essayé de le faire, ou sur les gros patrimoines. Ça a d'abord c'est une question de justice sociale, d'efficacité économique, parce que ça permet aussi de redistribuer vers la demande, vers les classes populaires. Et puis ça a une efficacité environnementale, parce qu'aujourd'hui, ça c'est d'autres travaux en économie, mais certains montrent que il y a un certain nombre de comportements des classes des derniers déciles, du 10e décile, des comportements de consommation qui sont, du point de vue environnemental, assez négatifs. Voilà. Que faire pour sauver le pouvoir d'achat? C'était la question qui vous était posée. Le premier point, c'est qu'il est légitime d'agir pour préserver le pouvoir d'achat. Le deuxième point, c'est qu'il y a des choix à faire, que ces choix sont des choix éminemment politiques et que c'est bien que ces débats-là aient lieu à l'Assemblée nationale. Et c'est important aussi que l'Assemblée nationale garde sa légitimité
aux yeux du peuple, pour pouvoir trancher sur ces questions majeures, qui sont des questions de partage, et donc c'est des questions qui nécessitent un minimum de consensus. Mais le troisième point, c'est que pour agir, on l'a bien vu et dans vos échanges et à travers les questions, c'est que des mesures qui peuvent paraître évidentes peuvent avoir des effets très favorables à court terme et très défavorables à long terme, ou l'inverse, et donc qu'il faut absolument les éclairer. Et moi, je suis tout à fait sensible à ce que disait Aurélie au début, qu'il faut que ces éclairages soient contradictoires pour éviter les fausses bonnes idées, les fausses trappes, les pièges dans lesquels on peut tomber, dans lesquels on est souvent tombé par le passé. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est important que ces débats continuent. Bien, mesdames et messieurs, merci. Merci aussi à vous pour votre attention.